Aujourd'hui, j'ai reçu William Montagu, le patron de la marque Boku. Depuis maintenant 3 ans, il casse Internet et les réseaux sociaux en vendant ses bidets Boku. Avec son histoire de toilette japonaise, il a réussi à générer plus de 36 000 followers sur Instagram et des millions de vues sur TikTok et sur YouTube. Ce qui est fort avec Boku, c'est qu'ils vendent un produit vraiment pas glamour et ils réussissent pourtant à capter notre attention en ligne. Pour que ça marche, ils sont prêts à prendre des gros risques sur leur tonalité de marque. Avec William, on va découvrir l'histoire de la marque Boku, née il y a moins de 3 ans pendant le Covid. Je l'ai questionné sur leur tonalité de marque et la manière dont ils intègrent l'humour dans leur prise de parole. Dans cet épisode, on passe bien sûr au crible les réseaux sociaux de la marque et William nous expliquera quelle est sa recette pour faire une vidéo social media qui cartonne. Que vous travaillez dans la com ou sur les réseaux sociaux, je suis persuadé que cet épisode va vous permettre d'ouvrir vos chakras et d'ajuster votre stratégie social media. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour William Montagu. Bonjour et quelle merveilleuse introduction, comme on dit chez nous. Merci. Est-ce qu'on se fait une spéciale jeu de mots? Est-ce qu'on essaye d'en placer plein tout le long? On va essayer. Moi, okay. De toute façon, chez moi, c'est naturel. Donc William, voilà, je suis très heureux de t'accueillir derrière les micros du Super Daily. Je le disais, on se connaît pas, voilà, on va faire connaissance ensemble. On a juste eu le temps de boire un café, on attaque directement. Et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. J'aimerais que tu nous racontes évidemment l'histoire de la marque Boku. Voilà, comment à 22 ans, on décide de se lancer dans la fabrication de toilettes. Ça m'intrigue. J'aimerais aussi qu'on parle de tonalité de marque, bien sûr, d'humour, de positionnement. Autant de sujets où je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Évidemment, on va passer aussi au crible les différentes plateformes social media de la marque. Et là, je veux tout savoir aussi sur votre processus de création de contenu, ces vidéos un peu surréalistes, ovni, complètement 3e degré, que vous avez peut-être et sans doute déjà vu passer dans votre feed. Est-ce que ça te va à peu près le programme? C'est parfait. Magnifique. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, William, qu'est-ce que c'est Boku? Qu'est-ce que vous faites chez Boku? Eh ben, écoute, chez Boku, on se définit comme la marque leader du bien-être aux toilettes en France. Et plus particulièrement, on propose ce qu'on appelle des différents produits qui te permettent et qui permettent à tout à chacun de transformer leur toilette classique en toilette japonaise en 10 minutes, sans travaux et surtout pour 10 fois moins cher comparé au prix des WC japonais classiques qu'on peut retrouver sur le marché. Et on le fait bien, mais on le fait différemment, surtout avec du coup beaucoup d'humour et j'imagine qu'on va en parler. Ouais, donc ton dispositif, juste si vous l'avez jamais vu passer, bon, vous pouvez aller sur Boku, le site web c'est quoi? C'est helloboku.com. Helloboku.com, vous verrez, c'est un dispositif qu'on rajoute sur des toilettes existantes. C'est exactement, ça, ouais. C'est ça, c'est une gamme de produits qu'on vient fixer sur des WC existants et quand je dis on, je parle de vous en fait, c'est-à-dire que le produit tu l'installes toi-même tout seul en 10 minutes et sans travaux, t'as pas besoin d'être un plombier, de maîtriser l'électricité puisque nos produits fonctionnent sans électricité et tu l'installes vraiment très très facilement. C'est un peu notre mojo si tu veux, c'est de rendre accessible le meilleur du bien-être à tout le monde. Et pour ça, il faut que toi, monsieur, madame, tout le monde, tu puisses installer tranquille. Je te tends encore la perche un petit peu pour que tu me fasses ton placement de produit et que tu me fasses ta reco, que tu m'expliques. Ça sert à quoi, une toilette japonaise? C'est le petit jet, on sait tous ce que c'est, mais en vrai, ça sert à quoi? C'est vrai, je vais parler un petit peu de ça. Les toilettes japonaises, donc c'est un concept japonais entre grands guillemets, à la base c'est en vérité suisse, d'ailleurs les toilettes japonaises sont suisses, okay. Elles ont été reprises du coup et vraiment démocratisées par les japonais et ce sont des WC lavants. Donc quand on va aux toilettes et qu'on y fait sa grosse commission, il y a différents jets d'eau qui viennent te chatouiller les parties intimes pour te nettoyer vraiment. Parce qu'il y a un truc dont on est tous conscients mais on n'y pense pas tous les jours, c'est que le PQ, ça ne nettoie pas, ça étale. Et ça c'est un fait. Il n'y a que l'eau qui nettoie vraiment. Et aussi avancé qu'on peut penser être en France ou à travers l'Europe, eh ben ça fait des décennies et des décennies qu'on utilise le papier toilette qui a à peine évolué en termes de technologie, alors qu'on sait pertinemment que si demain on a un oiseau qui nous chie sur le bras par exemple, eh ben on va pas juste s'essuyer avec un mouchoir, on va aller se laver. Eh ben ça devrait être la même chose pour nos fesses. Et ça c'est ce qu'on met vraiment en avant, notamment sur les réseaux sociaux à travers nos pubs. Alors si j'ai bien compris, l'histoire de bidet Boku, elle débute avec Ulule, campagne de financement participatif. Aujourd'hui, je crois que tu es carrément chez Leroy Merlin, distribué. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en quelques années là Bien sûr, je vais reparler de la jeunesse, puisque avant Ulule, il s'est passé quand même des choses. Moi, il faut savoir que je suis sorti de mes études et boum, le confinement est tombé. Là, j'étais un peu... T'as fait quoi comme étude, excuse-moi? Alors à la base, moi, je suis designer industriel. Donc, je crée des produits. Puis un jour, je me suis dit, ok, créer des produits, c'est sympa, mais savoir les vendre, c'est mieux. Donc j'ai fait des études dans le marketing pendant 2 ans dans le luxe. Et je me suis dit, ok, je sais créer des produits, je sais le marketer, mais j'ai rien pour mélanger les deux. Donc j'ai fait des études ensuite de web design pour apprendre à faire mes propres sites internet. Et de là, en fait, j'avais les 3 compétences principales pour monter un projet sans avoir besoin de gros financements ou à payer des prestataires à gauche, à droite, tu vois.
Et donc j'ai toutes ces compétences-là. Le Covid arrive, je suis en slip dans ma chambre pendant 1 an et demi concrètement, mais en slip dans ma chambre, au milieu du Covid, il y a ce qu'on appelle les pénuries de PQ qui arrivent. Et moi, je livrais un petit peu du PQ à mes grands-parents qui habitaient en banlieue, un peu loin, en banlieue parisienne. Et un jour, ils m'ont dit, fiston, en vrai, nous, on a un bidet à la maison, on peut se débrouiller sans, c'est pas trop grave. Voilà, moi, quand j'étais petit, j'utilisais chez eux. Et je me suis dit, ok, mais les pénuries de PQ, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça se trouve, vraiment, on n'allait plus avoir de papier toilette du tout pendant des années. Tu te dis, aubaine. Je me suis dit, à ce moment-là, je me dis, merde, surtout, parce que si on n'a plus de PQ, on est vraiment dans la mouise. Et je me dis, ok, c'est quoi les solutions? Les solutions, c'est le bidet des grands-parents. Il faut l'installer, c'est gros, c'est pas sexy. Non, on les a tous fait péter en plus, il y en a quasiment plus maintenant. Les plombiers, ils en enlèvent des dizaines par semaine, tu vois. Et c'est normal parce que c'est plus du tout au goût du jour. Donc il y a d'une part le bidet et de l'autre les toilettes japonaises. Génial les toilettes japonaises. Génial sauf le prix qui est très cher. En moyenne, on commence à 1500, 1800 € pour le plus bas de gamme et le produit ne tient pas tellement la route, sans parler du fait qu'il faut être propriétaire, il faut faire des travaux, il faut ramener l'électricité dans ces toilettes et il faut avoir la place pour les mettre. Donc c'est beaucoup de freins pour un bénéfice qui est sympa mais qui n'est pas proportionné en fait au pain que tu peux avoir. Et j'ai vu qu'au Japon, les WC japonais quand même ça faisait un carton. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'en France on n'a pas ça? Bon, il y a la culture, l'éducation et tout ça. Et j'ai fait des sondages, j'ai commencé à faire une étude de marché auprès de Français, auprès de communautés, sur Facebook, auprès d'amis et de proches. Et je me suis rendu compte que les bénéfices des toilettes japonaises, ils les comprenaient à 100%. Mais qu'ils avaient certains pains, qui est ceux que j'ai pu évoquer juste avant. Je me suis dit, ok, si j'arrive à proposer un produit qui propose les mêmes bénéfices, mais sans installation, sans le prix, sans la céramique, sans tout ça, c'est un win-win-win. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mon étude de marché. Et j'ai découvert qu'en Asie, il y avait des typologies de WC japonais un peu affixées, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui chez Boku. Mais moche à souhait. Parce que pour les Japonais, ce genre de WC japonais, c'est le plus bas de gamme possible. Enfin, ils en veulent pas. Un Japonais, quand il a de l'argent, il s'achète un bel appart, des beaux WC japonais et une belle télé. C'est ça, les Japonais. Tu vois, c'est la voiture, elle vient limite après. Et donc, j'ai trouvé ce genre de typologie de produits en Chine, en l'occurrence, puisque tous les toilettes japonais sont fabriqués en Chine. Ils ne sont pas fabriqués au Japon. L'expertise, elle est chinoise. C'est comme ça. Si tu veux les meilleures pâtes, tu vas en Italie. Si tu veux les meilleurs WC japonais, tu vas en Chine. Et moi, je suis designer industriel. Mais je ne suis pas ingénieur. Ce qui fait qu'en fait, j'ai contacté un bureau d'études asiatique en Chine. Et donc, moi, j'ai redessiné le produit. Eux, ils ont bossé sur l'intérieur, le mécanisme à proprement parler, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Ils m'ont pondu un proto qui m'a coûté beaucoup d'argent. Et c'est là où je me dis, cool, j'ai un prototype génial. Et je leur dis, quand est-ce qu'on peut lancer une production? Combien ça coûte? Ils me disent, c'est minimum 5000 pièces. Là, je fais, moi, je sors d'alternance, je sors de mes études, j'ai placé beaucoup d'économies à moi, la majorité même dans ce prototype. Et je me dis, comment est-ce que je peux vendre un produit des milliers de fois sans avoir à les fabriquer? Et là, je pense à Ulule, je pense au crowdfunding. Et donc, c'est là le vrai début de Boku. Et je me dis, ok, je fais donc un Ulule, publicité, on pourra reparler plus tard si tu veux vraiment de la démarche sur comment faire une bonne campagne Ulule, c'est tout un autre sujet. Je fais une campagne Ulule et là, ça pète du jour au lendemain. Donc, il faut savoir que je bosse sur le projet pendant 9 mois à peu près avant de lancer la boîte. Je lance sur Ulule. Première journée, je fais 25 000 €. Un truc de dingue pour moi qui avait jamais vraiment fait de business avant. Et au bout d'un mois, on récupère 350 000 € de pré-vente, donc suffisamment pour lancer la boîte. Et là, je me dis, ok, ça devient énorme pour un mec en slip dans sa chambre. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai trouvé mon premier associé, Gérard, qui est mon co-dirigeant sur Boku, et que l'aventure s'est lancée. Incroyable, super, voilà, l'histoire elle est dingue. Et je crois savoir qu'au début, tu l'as dit, c'est un peu toi qui fais tout, quoi. Donc là, tu as dit, tu as fait le design de produit, c'est toi qui fais le site internet, c'est toi qui fais la com, c'est toi qui fais... J'ai tout fait. Ouais. Ce qui est bien, c'est que quand on est designer, on apprend à tout faire en termes de création artistique et de design. Donc que ce soit du graphisme ou autre. Donc j'ai fait le site web, j'ai fait le produit, j'ai fait le packaging, j'ai fait le copywriting, du coup j'ai fait la vidéo aussi, j'ai fait l'acquisition sur Meta. Du media buying, je me suis formé à ça aussi. J'ai fait les emails, le design des emails, le texte des emails, sur Klaviyo, etc. J'ai absolument tout fait. Et ce qui me permet aujourd'hui, alors déjà, ce qui m'a permis de lancer la boîte à moindre coût, parce que j'ai pas eu à payer pour toutes ces choses-là, qui sont quand même assez chères et qui sont surtout très, très importantes. Et derrière ça, aujourd'hui, ça me permet d'être encore pas mal owner sur pas mal de sujets. C'est-à-dire que je peux vraiment juger au mieux du bon travail d'un prestataire. Tandis qu'il y a des fondateurs de boîtes, et c'est comme ça, c'est pas de leur faute. Ils recrutent, mais ils savent pas si le mec ou la meuf va faire du bon taf, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette awareness 360 qui me permet, à mon avis, d'aller peut-être plus vite que d'autres. Regardez, on a le bon gars avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler technique, de trucs de geek. C'est parfait, c'est magnifique. Boku, c'est une marque aussi qui s'est faite sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ça, c'est notable. C'est une Digital Native Vertical Brand, DNVB. Comment les réseaux sociaux ils t'ont permis d'accélérer là au lancement de Boku? C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a accéléré. Il y a un côté à Boku qui est très 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 viral et c'est 100% voulu. Alors il y a la viralité organique et la viralité paid. Donc quand on propulse des publicités payantes sur Insta et sur Meta de manière générale, nous ça nous a beaucoup aidé. Si tu veux, l'awareness sur le marché francophone des toilettes japonaises, il est très très bas.
C'est très bas. Il n'y a pas beaucoup d'awareness de ce côté-là. Donc, là, tu avais des chiffres qui existaient là-dessus ou c'est toi qui as fait? Oui, j'avais des chiffres. Il y avait des études de marché qui avaient été faites, puisque par exemple, Toto, qui est le leader au Japon des toilettes japonaises, a essayé d'ouvrir une filiale en France il y a des années et ils l'ont fermé au bout de 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'ils n'ont pas réussi à pénétrer le marché. Et en fait, il y a les toilettes japonaises, il y a une awareness qui est très croissante, parce que de base, c'est un marché qui est très petit en France, mais très gros sur d'autres continents. Par exemple, il y a plus de WC japonais aux US qu'en France. Et en fait, ce qui se passe dans les pays très très développés en Asie arrive genre 5-6 ans plus tard aux US, et tout ce qui se passe aux US arrive 6-7 ans plus tard en France. Donc en fait, moi je me positionne vraiment en tant que précurseur sur ce secteur-là, pour qu'au moment où la trend sera très très forte, on soit bien posé. Donc awareness super faible à l'échelle nationale, et là tu te dis comment je sors. C'est là où je comprends qu'en fait, Boku, c'est un business d'acquisition. C'est-à-dire que si demain on arrête de faire de la pub, bon, on est très bien positionné en SEO et tout ça, et puis il y a une belle awareness autour de la brand aujourd'hui, mais concrètement, personne ne se réveille, tiens, je veux des toilettes japonaises. Ça n'arrive quasiment pas. Donc il faut éduquer les gens. Et le seul moyen de le faire, c'est via les réseaux sociaux, via le paid et via l'organique. Ok. Souvent, nous, on a des marques qui nous disent ouais, investir sur le branding, investir sur les réseaux sociaux, d'accord, mais le problème qu'on a, c'est que notre produit, il n'est pas glam. C'est pas cool ce qu'on a à montrer, quoi. Ça marchera pas, on va être ringard, on va arriver sur une plateforme, on sera pas approprié, quoi. Du coup, on va pas mettre de budget, on va en mettre très peu, ça serait bizarre d'en mettre beaucoup. Les bidets, c'est pas glam. Je pense qu'on en convient, toi et moi, c'est pas glam. Et pourtant, vous avez décidé de mettre le paquet sur le branding, sur la marque, sur le paid, comme tu dis, et sur l'awareness. Ça a été quoi le moteur de ta décision ? Le moteur de ma décision, figure-toi que, entre guillemets, je ne l'ai pas trouvé tout seul non plus. Au début, quand j'ai lancé Boku, que j'ai commencé à faire mon étude de marché, surtout auprès de mes amis et de ma famille, je me suis pris des gros murs, en fait, quand je commençais à en parler. Parce que la réalité, c'est que les Français sont coincés du cul dès lors qu'il faut parler d'hygiène intime. Et je me suis dit, putain... Attends, juste là-dessus, c'est un truc différent dans d'autres pays ? Par exemple, alors, je suis en train de réfléchir, bon, les Américains sont plus détendus. Au Japon, l'hygiène intime, on en parle encore moins. Je me suis jamais posé la question s'il y avait vraiment des pays libérés sur le sujet. Donc globalement, c'est un sujet un peu tabou et complexe. Globalement, oui. Mais en tout cas, pour les Français, ça c'est sûr que c'est tabou et complexe. Les gens parlent très très peu de leur intimité. Et donc j'ai très vite compris, dès lors que j'ai rajouté des blagues un petit peu, ce genre de choses dans mes formulaires, dans mes sondages Typeform, dès que je mettais des blagounettes, etc., les gens répondaient beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Et j'ai compris que si je voulais pouvoir entamer une vraie discussion, un vrai échange avec les gens, il fallait de l'humour pour dédramatiser la situation et engager le dialogue sur finalement des sujets qui nous correspondent tous. En fait, dès que tu as gratté un petit peu la surface et que tu rentres, là, tout le monde te parle. Et en fait, on a tous les mêmes soucis, donc le dialogue se fait de manière bien plus évidente, quoi. Donc toi, tu as décidé, from scratch, d'investir sur ta marque, de raconter une histoire et pas juste de faire du dropshipping de produits, de dire non, je veux travailler une marque. Ah bah oui, si tu veux, moi je suis designer, donc j'ai une partie un petit peu égocentrique de je veux designer un produit et je veux que des centaines de milliers de personnes l'aient chez eux. Je veux être mémorable en termes de réussite financière, en termes de réussite sociale. Je veux que ma marque fasse la différence. Je veux laisser autre chose que des chiffres derrière moi, tu vois. Et ça, c'était une volonté depuis le début. Et aujourd'hui, tu vois, les gens effectivement regardent Boku, ils disent bah oui, c'était évident qu'il fallait faire de l'humour pour vendre des toilettes. Mais je peux dire qu'à l'époque, personne ne faisait ça. Ah non, c'était pas évident. C'est pas évident. Ouais. Et si aujourd'hui je te parle de, par exemple, tiens, voilà, la morgue, essaye d'aller faire de l'humour sur la morgue, tout on va dire bah non, c'est impossible. Ça se trouve, dans 10-15 ans, quelqu'un va le faire et ce sera incroyable et ce sera une évidence. Je suis persuadé que dans toute industrie, même celui des assurances, de la finance, tout ça, il y a une part d'humour qu'on peut faire remonter à la surface parce que en fait, le but du jeu, c'est de tourner un petit peu les trucs chiants en ridicule et d'en faire une dose d'humour. Et dans tous les domaines, si je te parle de finance, je te parle d'assurance, tu vas forcément penser à un truc chiant. Et du coup, ce truc chiant, on peut le tourner en ridicule et on peut dire, bah voilà, ça n'arrivera peut-être pas chez nous, tu vois. Genre la plomberie, ce genre de choses. Il y a plein de domaines comme ça aussi, en se creusant un peu l'esprit, en faisant un peu ce qu'on appelle du design thinking. Le design thinking, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on fait un brainstorming, on se dit, ok, comment faire la pub du siècle ? Et ben en fait, le nom est interdit. Et on passe une demi-heure à balancer des idées les plus folles. Ça peut partir dans des jetpacks, des dinosaures, des aliens, peu importe. On balance toutes les idées. Bon, 95% des idées, ça part à la poubelle. Mais il y a 0,5% de chaque idée qui est intéressante. On les prend et on en fait quelque chose. Et interdire le nom pendant cette phase de brainstorming, c'est hyper important parce que ça permet d'explorer des choses que tu n'aurais jamais explorées si tu t'avais fait ça normalement. C'est intéressant ce que tu dis. Nous, on utilise un truc chez Supernative qui ressemble un peu à ça, qu'on appelle le oui et. Donc tu balances une idée. Je peux pas te dire oui mais.
Je te dis oui, il faut que j'amplifie ton idée. Donc ça permet de partir très très loin. Effectivement, c'est aussi la base. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut utiliser les réseaux sociaux efficacement, peu importe le produit? Là, tu as parlé d'humour. On va revenir sur cette tonalité qui est vraiment, je dirais, la signature de la maison Boku. Maison avec un M majuscule, hein, tu vois. C'est chicos. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a des industries qui peuvent vraiment faire l'impasse sur les réseaux sociaux et te dire non, mais en vrai, effectivement, c'est pas grave ce que tu as à vendre, tu n'as rien à raconter. Vend différemment? Un truc très simple, sur 100% des clients potentiels qu'une entreprise peut avoir, combien d'entre eux sont sur TikTok, Insta et Facebook? La majorité, même s'ils ont 45, 50, 55 ans, la majorité d'entre eux le sont. Donc dire non à ce canal, c'est dire non à un touchpoint évident pour toutes ces personnes-là. Et pour moi, ce serait du coup une aberration. Ouais. Après, il y a des marques qui ne fonctionnent pas en organique sur les réseaux sociaux. Mais ne pas tester, pour moi, c'est une grossière erreur. Ne pas y être, même si on n'y fait pas grand-chose, c'est une grossière erreur aussi. Parce que les gens vont chercher, moi demain on parle d'une marque, je regarde directement sur Instagram, et peut-être que toi aussi, ou je regardais son LinkedIn ou son TikTok, et je vais voir ce qui se passe. Parce que un site internet, c'est sympa, c'est une vitrine, mais je trouve que là où ça vit le plus, c'est au travers des réseaux sociaux. Et ça permet aussi d'humaniser la boîte et de voir plus loin que juste le produit et son prix et les bénéfices qu'on peut avoir à la maison en l'utilisant. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et puis depuis tout à l'heure, tu nous parles d'organique, de paid, parce que c'est vrai que c'est au cœur de votre stratégie. Hein. Il y a une énorme stratégie paid, on va y revenir. Puis il y a une très grosse stratégie content et organique. Et tu disais, il y a des marques qui ne marchent pas en organique. Qu'est-ce qui ferait qu'une marque, elle marcherait pas en organique? C'est plus dû, à mon sens, aux prestataires qui s'en occupent, plus qu'autre chose. Des fois, déjà, il n'y a pas de bon fitting entre la vision de l'entreprise, un petit peu les guidelines que la boîte peut donner des prestataires parce qu'ils vont être trop conservateurs. Ça arrive, c'est comme ça. Et dans ce cas-là, on ne peut pas exploiter le plein potentiel de l'entreprise. Derrière ça, il y a sans doute des entreprises qui, en organique, ne vont pas être virales par défaut. Parce que le sujet de base n'est peut-être pas hyper recherché, où il n'y a pas beaucoup d'awareness. Et si les entreprises n'adaptent pas leur contenu par rapport du coup aux différents niveaux d'awareness, on rappelle un peu l'awareness, c'est est-ce que je suis au courant du problème? Est-ce que je suis au courant de la solution? Est-ce que je suis au courant de l'entreprise qui propose la solution, tu vois? Et si on ne mesure pas un petit peu ces différents degrés d'awareness et qu'on essaie de se placer en organique ou en paid sur les réseaux sociaux, et ben souvent on se casse la gueule. Souvent on veut trop vite placer son produit, souvent on veut trop vite vendre, alors qu'on oublie que les gens sur Meta, de manière générale, ils sont là pour se divertir. Ils ne sont pas là pour acheter. Donc quand tu gardes ça en tête, tu comprends que pour accéder à la viralité et à la propulsion d'un contenu organique mémorable, il faut commencer par divertir, il faut commencer par apporter de la valeur, que ce soit du divertissement, de l'information ou autre. Et après, on parle produit une fois que les personnes sont en confiance. Mais pour moi, c'est surtout une question d'exécution. Si c'est mal fait, ça ne fonctionne pas. Et il doit y avoir sans doute des sujets où c'est difficile de faire du bon organique. Et du bon paid, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de faire du mauvais travail. Ouais, est-ce que tu penses qu'on peut... Alors là, on digue directement dans le dur. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une stratégie qui soit uniquement basée sur le paid et dire moi, je fais un passé organique, ça marche pas, j'ai bien vu, tout le monde s'en branle? Oui, franchement oui. Ouais. Franchement oui, parce que tu as des boîtes qui mesurent, c'est des startups en mode hyper rentable, et le ROI, elles le voient directement sur le paid. Ok, le paid ça fonctionne, on fait ça, on fait très bien, on le fait à fond et on fait que ça. Et ça se passe bien aussi. Mais ce qui permet pour moi derrière de notamment péter les plafonds pour du scaling, c'est d'avoir une part de tes revenus qui sont vraiment liés à l'organique, liés au bouche à oreille, et c'est quelque chose qui te dépasse, dans lequel tu n'as pas forcément à investir beaucoup pour avoir de bons retours sur investissement. Et si tu le fais avec un petit peu de malice, l'organique, en fait, tu peux devenir hyper viral et récupérer beaucoup de ventes. Par exemple, si on prend l'exemple des secrets de Loli. Les secrets de Loli, ils ont commencé en organique, ils ont monté le compte à plus de 160-170K pendant le Covid, en fin Covid. Et au début, ils avaient très peu de paid. Ils ont commencé le paid il y a peut-être genre 1 an, même pas. Et c'est une boîte qui fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions, tu vois. Ouais. Et l'organique, pour eux, ça leur a très bien réussi. Ouais, je pense qu'il y a un sujet aussi, si tu me permets, qui est aussi le sujet de la fidélisation. Toi, peut-être que c'est moins prégnant sur ton business. Hein. Une fois que j'ai acheté un Boku, j'ai pas 5 toilettes chez moi. Donc peut-être que tu as moins de sujets de fidélisation. Peut-être pas, hein, peut-être que... C'est ça, c'est hyper intéressant. Effectivement, l'un des gros problèmes, si puis-je dire, de Boku, c'est que les gens nous adorent. Énormément de personnes nous connaissent, mais ils ne peuvent acheter qu'une fois chez nous. Et ça, c'était encore jusqu'à ce matin même en réalité, puisque là, on commence à lancer des produits consommables. Typiquement, ce matin, on a lancé des serviettes, des lingettes hygiéniques pour adultes, donc pour anus et pour vulve. Parce que les gens sont là, ils sont fans de nous. C'est-à-dire que même quand ils ont acheté, ils continuent à s'engager sous nos publicités, ils commentent, ils partagent, ils likent, mais... comme ça, ils retiennent leur respiration parce qu'ils peuvent pas acheter. Ils peuvent pas acheter d'autres choses. T'en achètes pas un deuxième, quoi. Bien sûr. T'en achètes pour la famille, genre de choses. Alors, un truc qu'on a fait, et ça, c'est en réponse à un besoin direct de nos clients, c'est qu'on est monté en gamme.
Typiquement, le produit best-seller de Boku, c'est le bidet Boku. Voilà, vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et on a proposé une version plus premium qui s'appelle l'abattant japonais Boku. Et là, cette fois-ci, c'est tout l'abattant que tu viens changer. Tu mets un autre abattant et les bulles sont intégrées, les jets d'eau sont intégrés. C'est un produit qui est plus durable, plus premium de manière générale. Et il y a une bonne partie, il y a 45% des acheteurs de l'abattant qui sont déjà propriétaires d'un bidet Boku. Qui ont fait un upgrade. C'est ça. Ouais, on leur a upsell un nouveau produit parce qu'ils ont confiance en la marque, ils sont convaincus des bénéfices produits et ils veulent monter en grade, quoi. Et ça reste dans notre... si tu veux, depuis le début de Boku, moi, quand j'ai lancé la boîte, je me suis dit, OK, les toilettes japonaises entières comme on peut retrouver au Japon, d'ici 10 ans, en France, il va y en avoir énormément. D'ici 30-40 ans, j'ose à peine imaginer, puisque tout le monde veut faire des économies. On tend tous vers plus de bien-être et vers une consommation plus éco-responsable. Et les toilettes japonaises, ça s'aligne sur les 3 points, tu vois. Et je me suis dit, OK, donc si moi, je veux devenir le plus gros vendeur de toilettes japonaises en France, comment je fais ? Je ne vais pas vendre des toilettes japonaises demain, genre à 2 000 €, parce que le marché n'est pas prêt. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pénétrer le marché avec un marketing hyper séduisant, hyper éducateur pour dédramatiser le sujet de l'hygiène intime aux toilettes. Et je vais pénétrer le marché avec un produit hyper accessible et très peu cher. Combien ça coûte aujourd'hui un Boku Un bidet Boku, ça coûte 130 €. Ok, ouais, c'est pas cher. 130 € comparé à minimum 1500 balles et tu l'installes tout seul en 10 minutes. Tu as une période d'essai de 30 jours, 2 ans de garantie. Enfin, le produit est hyper clean. Et donc, moi, j'ai pénétré le marché avec ce produit très peu cher. Et là, petit à petit, on monte en gamme. Et typiquement, en décembre, on sort du coup 2 gros vrais WC japonais. Ça fait déjà un peu moins de 1 an et demi, 2 ans quasiment qu'on bosse dessus, qu'on a les prototypes dans nos bureaux et tout ça. C'est toi qui les as designés ? Tu as ressorti la tablette ? Même modèle de conception que pour les bidets Boku, c'est on prend un existant, on dit OK, le design, les options, on peut changer, on peut faire mieux, plus adapté pour le marché français. Parce que au Japon, par exemple, eux, ils adorent avoir des petits bruits d'oiseaux ou des petits bruits de mer ou d'océan quand ils vont aux toilettes. Bon, les Français, c'est pas trop leur cam. Enfin, je parle quand on fait des sondages auprès de nos clientèles, ils nous disent bah non, pas sûr. Franchement, ça va quoi. Bruit d'oiseau, je suis pas convaincu. Donc, il faut adapter le marché en France. Le design sympa et différenciant. Et donc là, on sort en précommande du coup 2 modèles, un moyen de gamme, enfin entrée de gamme et un plutôt haut de gamme qui vont aussi entre 1000 et 3000 €, tu vois. Et je sais plus quelle était ta question. Non, j'ai ma réponse. Hein. Les réseaux sociaux, importants pour développer. Évidemment, en paid, en organique. Ce que je comprends, c'est que le sujet du paid, évidemment, c'est un booster faramineux. Et que l'organique, il peut venir accompagner ce boost. Et puis, il va aussi permettre de fidéliser. Hein. Il va aussi permettre de créer un lien entre les deux. Tout à fait. Mais il y a un cumul hyper important que les gens sous-estiment souvent. C'est la capacité à ton acquisition paid, à tes vidéos paid, d'être virale et de tendre vers l'organique. Nous, sur nos vidéos en paid, on fait en sorte qu'elles soient très virales et on interagit beaucoup avec les personnes qui commentent en commentaire. Et on a des centaines, on a des milliers et des milliers de partages par publicité, ce qui fait qu'en fait, ça permet à Meta d'aller chercher davantage d'audience. Et t'achètes moins cher ta pub. Parce que du coup, ton CPM, il diminue. Comme il y a beaucoup de partages naturels, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui envoient les trucs et machin. Donc en fait, vous faites de la pub comme de l'organique. C'est juste que vous boostez très fortement dessus, vous ciblez, etc. Mais... Exactement. Ouais. Et on est... moi, c'est un truc qui me choque énormément et on est l'une des seules marques en France qui a ce genre d'impact. C'est nous, du coup, on poste la majorité de nos grosses publicités sur YouTube. Et que ce soit en commentaire sur Meta ou sur YouTube, les gens écrivent « C'est la première fois de ma vie que je regarde une pub Facebook jusqu'au bout. » Et sur YouTube, on retrouve des gens qui disent « C'est la première fois que je vais de Facebook à YouTube et que j'essaye de retrouver la pub d'une marque pour la re-regarder. » En fait, les gens, ils ne nous voient même plus comme une boîte qui vend des produits. Ils nous voient comme un média de divertissement. Ce qui plus tard a posé problème, on en reparlera ensuite. Mais les gens nous voient autrement. Ouais. Parle-moi de ça. Parle-moi de la tonalité. Comment tu définirais la tonalité de la marque Boku ? La tonalité de la marque. Alors, ça, c'est un sujet qu'on a longtemps travaillé. Puisque quand on parle d'hygiène intime, on est à ça de passer dans l'obscène dès lors qu'on fait des blagues un peu trop border. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le copywriting, mais il y a le micro-copywriting qui est hyper important sur Boku. Que ce soit dans les emails, sur le site ou dans le wording utilisé sur nos publicités. On y porte une grande attention puisqu'il faut faire rire, il faut choquer un petit peu, mais il faut rester dans un certain cadre. Typiquement, on va très rarement tutoyer nos clients, que ce soit par email ou sur notre site internet. Puisque déjà qu'on est, on va dire... Bon, voilà, on parle de sujet, on fait beaucoup de blagues, le caca, tout ça, machin. Si on commence à tutoyer, là, on devient trop direct. C'est intéressant, j'avais pas remarqué ça. Ah ouais, donc en fait, on fait beaucoup d'humour très incitatif, tu vois, très borderline, mais par contre, on vous voit.
Voilà, ce qui permet du coup de rapporter une distance. Une certaine intéressant. distance. Exactement. Ça a été conscientisé. C'est un truc, vous l'avez écrit, vous avez dit c'est comme ça qu'il faut le faire. Depuis le début. Et on va rarement parler de cul à proprement parler. Le mot cul, on l'utilise très rarement. On va parler de belles pêches, de belles fesses, de ton jardin intime, de ta belle clairière ensoleillée, tu vois. On parle de ce genre de choses. Et on parle pas de jet d'eau pour Boku. On parle d'une rivière rafraîchissante. On parle d'une brise marine, tu vois. C'est ce wording-là qui évoque un univers qui te sort de l'hygiène classique. Si on avait choisi un tone of voice comme d'autres concurrents qui se sont lancés après nous l'ont choisi, beaucoup plus médical, personne n'a envie de ça. Le médical, c'est à l'école, c'est en hôpital, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc si je définis dans les astuces liées à la tonalité de marque, vouvoiement, très intéressant. Ouais. Le micro-copywriting, c'est en gros ce petit jeu de mots que tu viens glisser dans une petite phrase, comme tu m'as fait tout à l'heure. Merci pour votre attention, quoi. Exactement. Ok. Et puis après, comme tu dis, l'image, cerveau gauche, le petit truc qui te fait faire un pas de côté et qui dit jet d'eau sans le dire, quoi. C'est ça. Exactement. On laisse les gens imaginer pas mal de choses et dès lors qu'ils se projettent et qu'ils commencent à rêver, en fait, tu les as attrapés. Okay. Et ouais. Est-ce que tu trouves que vous avez une tonalité clivante ? Oui. Alors la clivance, c'est plus visuel qu'autre chose, je trouve, dans les pubs. Par exemple, sur une pub qui dure 100%, elle dure 5 minutes, nos pubs sont souvent plus longues que la moyenne sur Meta et elles surperforment malgré le fait que ce ne soit pas une best practice de faire une publicité longue. Par exemple, on a compris chez Boku, et le copywriting joue là-dedans aussi, que chaque touchpoint est important. Si tu touches une fois un client et qui ne se souvient pas de toi, tu l'as touché une fois pour rien. Et nous, on fait en sorte que chaque touchpoint, que ce soit par email, mettons dans la rue, quand ils nous voient avec nos pulls Boku, sur notre site internet ou par nos pubs ou quoi que ce soit, il faut que ce soit mémorable. Il n'y a que comme ça qu'on devient une marque top of mind. Il faut qu'on soit mémorable, il faut qu'on soit reconnaissable. Donc sur le 100% du temps d'une pub, on va avoir 4-5% du temps où vraiment on va choquer les gens, mais de manière volontaire. Avec moi, avec du Nutella partout sur la tronche, comme si j'avais mis ma tête dans du caca. Je peux te dire, je me suis fait 2 heures de contenu Boku, je suis sorti de là, j'étais un autre homme. Ah bah, m'en parle pas. M'en parle pas. Et en faisant ce genre de choses, en fait, les gens se souviennent de nous. Une pub, on s'en souvient quand elle nous rend profondément heureuse ou quand elle nous choque profondément, de manière générale. Être dans l'entre-deux, donc dans la moyenne d'une pub, ah ouais, sympa, ça intéresse personne. Le client s'en fout et nous, en tant que marque, on fait pas la différence. Et donc, on a pour volonté d'être clivant, en tout cas visuellement. Et on fait vraiment des trucs très démonstratifs dont tu as pu voir, on en reparlera après, pour que les gens se souviennent de nous quoi qu'il arrive. Ils vont se souvenir du caca, du machin, ils font « Oh, j'ai pas aimé ». Mais ils s'en souviennent et ils en parlent. L'autre jour, j'ai vu une pub, le mec il s'est mis du Nutella sur la tronche. Ah ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est Boku, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, des toilettes japonaises. Ah ok, d'accord, intéressant. Ouais, je trouve ça assez passionnant parce que justement, là, ce côté, ok, on accepte que visuellement ça soit clivant, c'est ce qui va rendre la marque mémorisable. C'est bien souvent là qu'il peut y avoir des choix de direction qui sont différents. Genre, wow, non, justement pas. Est-ce que tu penses que vous auriez eu d'autres moyens d'être mémorisable qu'en allant sur ce clivage ? Est-ce que vous avez imaginé aussi d'autres options quand toi tu étais au début, ou est-ce que tu as eu une sorte d'évidence et puis une intuition très forte, ou est-ce que vous avez essayé aussi d'autres choses ? Non, on n'a pas essayé. Alors, avec le temps, on a essayé d'autres choses, mais l'intuition de base, c'était celle que j'ai toujours eue, qui est l'humour avant tout. Ouais. Faire la différence. Et on a essayé, je me permets de couper, de faire du contenu un peu plus axé médical, justement, mais en middle ou en bottom of funnel. Donc, il y a des gens qui sont déjà chauds, qui sont déjà aware du problème et de la solution. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est comme les contenus plus axés lifestyle, ça n'a pas fonctionné. Puisque ce qu'on met en avant, c'est pas tellement le bénéfice qu'on va tirer du produit, mais surtout le problème qu'on vient agiter. À tout le temps. On rappelle sans arrêt aux gens que le PQ c'est pas bien, le PQ c'est pas bien, le PQ c'est pas bien, Boku c'est mieux. Mais si on sépare les deux, juste Boku c'est mieux et le PQ c'est pas bien sans faire le lien dans une vidéo, en fait ça fonctionne moins. Donc on a essayé de cadrer les choses, de faire un contenu un peu plus médical, même le site, on l'a un peu rebrandé à un moment donné, ça fonctionne moins bien. Aussi parce que les gens sont fans de nous pour ce qu'on est, et s'ils nous voient comme un peu plus chiant dans certains endroits sur Insta ou quoi, bah ils like moins. En tout cas, on l'a vu. Hein. C'est qui les personnes cibles ? C'est qui les personnes cibles de Boku ? T'as envie de me dire tout le monde peut-être, mais en même temps vous avez une tonalité qui me laisse à penser que vous avez quand même fait un travail de segmentation. Ouais, la vérité c'est que 100% des Français font caca, comme je dis souvent, et tout le monde va aux toilettes. Il y a 69 millions de Français, il y a peut-être 47 millions de foyers en France, quelque chose comme ça, un petit peu moins, donc il y a beaucoup de personnes à toucher. Déjà on va parler d'hommes et de femmes. Nous c'est quasiment 50-50 à l'équilibre près, à la virgule près.
Alors, il y a un tout petit peu plus d'hommes qui achètent, mais genre, c'est vraiment un tout petit peu plus. Parce que bon, voilà, c'est peut-être l'homme qui va venir installer son bocu chez soi, ce genre de choses. En termes de personas, c'est 50% hommes, 50% femmes. Le cœur de cible en termes d'âge, il va être autour de 35 ans. On a une communication, de base, la communication qu'on a lancée se voulait très très jeune, axée sur la jeunesse, sur les personnes qui vont avoir entre 20 et 25, puisque c'est l'âge que j'ai. Mais on s'est rendu compte que notre cible était un peu plus vieille. Et plus tard, on a fait des pubs pour cibler ces personnes-là, on en reparlera plus tard. Donc, c'est 35 ans. Bocu, de manière générale, quand tu l'utilises, tu réduis de genre 80% ta consommation de papier toilette. Donc, c'est bien meilleur pour tes économies, mais surtout bien meilleur pour la toilette, pour la planète, pardon. Puisque pour fabriquer un rouleau de PQ, il faut en moyenne 178 litres d'eau. Donc, c'est considérable. Et on s'est dit, OK, notre cible, c'est les personnes qui vont être très écologistes, très écolo et tout ça. On s'est rendu compte qu'en fait, pas du tout. Les premiers à acheter nos produits, c'est simplement ceux qui veulent plus de bien-être. C'est ceux qui vont réduire un petit peu la viande, c'est ceux qui vont faire un petit peu de sport, c'est ceux qui vont avoir une belle déco chez eux, qui vont acheter du bon produit skincare. C'est des personnes qui se disent j'aimerais bien step up un peu dans ma life. Voilà, j'ai 30-35 ans, je commence à avoir un peu d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être? Ça, c'est ceux qu'on va le plus toucher. C'est ceux qui veulent juste level up leur bien-être intime. Et derrière, c'est pas tout de suite les écolos. Ensuite, on a une belle communauté musulmane qui achète nos produits aussi. Mais avant tout, c'est monsieur, madame, tout le monde, effectivement. Et c'est pas des personnes qui ont forcément beaucoup d'argent. C'est pas celles qui ont forcément pas beaucoup non plus. C'est une approche qui touche vraiment tout le monde. Alors, il y a des personnes qu'on met naturellement de côté, qui ne sont pas du tout réceptives à notre humour. Des fois, on se prend des commentaires, vraiment des scuds de mecs et de meufs qui n'en peuvent plus de nos pubs, mais on s'en fiche un peu puisque la plupart des Français sont réceptifs à ce qu'on fait, parce que personne ne l'a fait, ça reste une nouveauté. Donc pour le moment, on n'a pas trop, on n'a pas trop eu de soucis sur notre ciblage. On a néanmoins rencontré ce qu'on appelle un plateau de verre en début d'année, un plafond de verre, pardon, où on a séché tout ce qu'on appelle les early buyers et les early adopters. Donc ce sont les personnes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont d'office prête à acheter ton produit. Et ils le voient, ils voient une pub, wow, j'adore, j'achète. C'est quoi leur motivation point à eux? C'est quoi qui les motive? Est-ce que c'est d'être les premiers? Ça fait partie du truc? Oui, c'est un petit temps qu'on utilise en vidéo, c'est soyez les précurseurs du postérieur en France. Tu vois. Vous êtes le mec et la nana qui ont un beau cul chez eux. Et ça, c'est la classe. Comme ça, quand il y a des potes qui viennent, j'ai déjà un début de conversation cool. Ah bah là, la conversation, tu l'as. Puis après, quelques bières, je te dis que c'est la queue aux toilettes. Et là, ça rigole bien. C'est soirée testing. Et donc, toutes ces personnes-là, il y a par exemple une bonne partie d'entre elles qui connaissent un petit peu l'univers asiatique du Japon, qui vont peut-être être fans d'animé et qui savent que les WC japonais, c'est waouh, c'est genre kawaii, c'est génial. Et eux, vous avez tapé sur eux en premier, vous avez dit, eux, c'est la clé d'entrée, on commence par eux? Non, au début, on a vraiment commencé en broad pour justement laisser méta, nous trouver vraiment les secteurs, les personnes qui achètent. Donc, en broad, pour ceux qui nous suivent, c'est en gros. Juste, tu peux expliquer, tu dis à Meta, balance à qui tu veux. C'est ça, je dis Meta, écoute, je te file plein de thunes, je te file des vidéos, va chercher les personnes les plus à même d'acheter. Ne fais pas le tri au début, touche tout le monde et ensuite tu commences à segmenter. Et on va très très peu segmenter nous-mêmes à la mano. Encore aujourd'hui, c'est vraiment Meta qui va lui-même faire le travail d'aller chercher les meilleures personnes à qui vendre nos produits. Mais on s'est retrouvé face à un mur en début d'année où en fait du coup on a un peu vendu tous nos produits, on a vendu nos produits à toutes les personnes qui étaient les plus à même d'acheter. Et c'est là où on rentre ensuite dans le gras du gros du cœur du marché qui est un peu ce qu'on appelle le mass market. Donc c'est monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas prêt à payer le prix fort pour nos produits, qui ne vont pas du tout être réceptifs à notre marketing, à notre typologie d'offres, à nos vidéos, et même en termes de stratégie d'acquisition, c'est pas la même chose. Le taux de repeat par vidéo est différent. Middle, bottom, top of funnel, pareil, les stratégies sont plus les mêmes, c'est pas les mêmes arguments qu'il faut mettre en avant. Et ça, on a mis quelques mois devant à s'en rendre compte, et quelques mois ensuite à pivoter le modèle. Et c'est là où on a refait encore un rebranding, un repositionnement léger du site, et on a mis une petite touche d'humour en moins. Pour s'ajuster. Ouais, parce que est-ce que quand vous concevez ce contenu, c'était ma question, est-ce que quand vous concevez ce contenu, tu as tes personas sous les yeux? Est-ce que tu les as punaisés quelque part au bureau? Tu les connais bien? Ils ont des prénoms? Est-ce que vous êtes allé jusque-là dans l'histoire de vos personas? Non, on n'est pas allé jusque-là. Ça part vraiment juste d'une conviction personnelle, intime. En fait, moi, je suis intrinsèquement, je suis Bocu. De tout mon être, des pieds à ma tête, je suis Bocu et Bocu est moi. Et donc tout ce que je fais, c'est aligné avec ce que veut être Bocu et ce que les gens adorent de Bocu. Donc aujourd'hui, on se pose plus trop la question. Sauf quand on a des problèmes, un peu d'acquisition, on se rend compte que les gens restent plus de la même manière. Donc en fait, c'est la data qui te permet d'ajuster. C'est ça. Mais j'ai jamais écrit, ok, notre persona, c'est ça, ça, ça. À la base, c'est pas la bonne chose à faire pour moi, mais j'ai monté ma boîte pour m'éclater. Donc je l'ai monté. Non, c'est cool. Je l'ai monté à mon image. Ça sent un peu, si je peux dire. Exactement. Mais le souci, c'est que en fait, on monte pas une boîte pour soi, on la monte pour ses clients. Parce que le produit, on le vend à ses clients. Et si tes clients disent « je ne veux plus d'humour, c'est ciao », il faut ne plus faire d'humour et c'est ciao. Sinon, c'est ciao plutôt. Et moi, au début, je l'ai lancé selon moi. Donc peut-être qu'il y a un monde, il y a un univers où si j'avais pris une branche un petit peu différente, peut-être moins humoristique ou différemment, j'aurais pu être encore plus gros qu'aujourd'hui.
mais ça m'aurait peut-être un petit peu moins plu aussi. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus mes clients qu'au début. Aussi, j'ai pris en maturité, j'ai lancé beaucoup, j'avais 22 ans, première boîte, machin. Aujourd'hui, j'écoute les conseils, j'écoute beaucoup de choses et je prends du recul, mais on n'a toujours pas une sorte de persona, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. On l'a entendu, le mot humour, il est ressorti un paquet de fois. Et c'est vrai que chez Boku, vous avez fait de l'humour, c'est la signature de la marque. Même quand on arrive sur le site internet, je crois qu'en bas, j'ai vu un truc qui sommes-nous? Une équipe de passionnés débordante d'humour. Donc c'est carrément dans le nous, quoi. Et l'humour, ça a toujours été un levier énorme en communication d'une manière générale, et en publicité notamment, pour attirer l'attention. Mais dans votre cas, ça fait déjà quelques années que vous n'hésitez pas à aller encore un cran plus loin. Vous allez au-delà de l'humour, vous faites du second degré. Et là, je trouve que le second degré, c'est vraiment un travail d'équilibriste. Comment est-ce que tu sais si tu es en train de basculer dans le cringe? À quel moment tu te rends compte de ça? Le cringe, les seules fois où on l'a pu le voir sur Boku, c'est quand on faisait justement les choses à moitié. Il n'y a rien de plus cringe que quelqu'un qui tente quelque chose et on voit qu'il est en train de tenter quelque chose. Par contre, quand c'est fait et que c'est assumé pleinement et qu'on va à fond, là, il n'y a plus de cringe. Et au pire, les peu de fois où on peut être cringe, enfin, le cringe a souvent d'ailleurs tendance à être viral. Donc, les quelques fois où on a été cringe, sur les quelques fois où on a été cringe plutôt, la majorité des fois, c'était volontaire. On fait des vidéos qui sont volontairement gênantes, où les gens vont volontairement être beaucoup plus dégoûtés d'habitude, où on fait du contenu qui est nul, mais il est tellement nul que ça en devient génial en fait. Mais on n'a jamais tombé dans ce cringe où vraiment, ils font n'importe quoi. On n'est plus en mode testing de nos contenus. On sait où on va et on est je considère qu'on est très rarement cringe. Et nous chez Supernatif, quand on fait des campagnes, qu'on a des idées de contenu, etc., on a un truc qu'on actionne de temps en temps qu'on appelle un cringeomètre. On se met à nombreux autour d'une table et on vote, quoi. Tu vois, à main levée, 1 à 5, à quel niveau de cringe on est. Et s'il y a une sorte d'unanimité, c'est qu'ok, on a la petite boule, tout le monde l'a senti dans le bide. Vous avez un truc comme ça où des fois, quand vous travaillez sur des idées de contenu, des angles, vous dites là, gros, j'ai l'impression que tu vas un cran trop loin. Non, on essaye toujours de faire le cran trop loin. Franchement, ça l'idée. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et c'est le second degré qui nous permet de passer au-delà du cringe. Pour moi, le cringe, il est entre le premier degré et le second degré. C'est quand c'est pas assumé, c'est ça. C'est quand c'est pas assumé. Typiquement, là, on a fait un son rap. On a fait une vidéo rap avec Boku. Et tu vois, les gens, quand ils le regardent, c'est plus chambé que hyper cringe. Tu vois, c'est tellement marrant et tellement poussé à l'extrême de manière un petit peu caricaturale que les gens se disent ils font exprès. En fait, ils font exprès. Du coup, c'est pas cringe, c'est c'est trop drôle. C'est comme Mr V, il y en a beaucoup pendant longtemps qui pensaient qu'il était juste nul et qu'il était hyper cringe parce qu'ils ne saisissaient pas qu'il faisait du second degré. Et ces personnes-là, tant pis pour elles, c'est ciao, tu vois. Mais quand c'est vraiment assumé, ça se passe bien. Et de toute façon, notre audience est éduquée maintenant. Ils savent très bien quand on fait ça, c'est qu'on fait beaucoup d'humour et qu'on va vraiment au-delà des boundaries parce qu'on a la volonté de le faire. Donc il n'y a plus trop de cringe chez Boku. Donc il y a ce clip de rap dont tu parles. Grosse prod, au passage. Ouais. Voilà, c'est toi qui rappes. Donc voilà, il a aussi ce talent-là dans la liste. Et surtout, tu clashes l'industrie du PQ. Alors, est-ce que... j'ai trouvé ça vachement drôle, en vrai. Est-ce que vous avez vraiment un problème avec les industriels du papier toilette ou est-ce que c'est un angle? Non, c'est la vérité. En fait, il y a plein de groupements. On peut appeler ça des lobbies ou des associations. Il y a en France, il y a l'association des jus de fruits de France, l'association des papiers hygiéniques, l'association des pneus de France. Et en fait, dès que tu commences à dire des choses genre le PQ, c'est de la merde, sous principe, ils aiment pas. Et c'est normal, mais il y a ne pas aimer et il y a pouvoir faire quelque chose derrière. Et on a reçu une lettre de ce groupement de sociétés qu'on ne citera pas, qui nous ont dit, vous pouvez pas dire tel terme, c'est trop absolu. C'est trop absolu. Et on a envoyé ça à notre avocat, on lui a dit, est-ce que c'est chaud pour notre cul ou pas concrètement? Il nous a dit, non, parce que vous citez personne. Sur le papier, effectivement, vous justifiez quand même le pourquoi est-ce que le PQ c'est de la merde, donc vous n'en avez pas trop à vous en inquiéter. Et ça, tu pourrais pas le faire en télé, Je te le dis, tu te ferais allumer, elle passerait jamais ta pub. Ah oui, non, ça. Elle sortirait pas. Non, de toute façon, il y a trop de gros mots, trop de machins, trop de trucs. Mais on a pour vraiment vocation chez Boku de tourner les problèmes en opportunités, que ce soit des ruptures de stock ou des attaques ou ce genre de choses. Et par contre, petit point sur lequel tu t'es trompé, le rap, ce n'est pas moi qui rappe. Ah bon? C'est une IA. Oh! Alors, raconte-nous ça. Comment ça s'est produit? C'est bien ta tête, on est d'accord. Ah oui, non, c'est moi qui fais en playback, c'est moi qui suis dans la vidéo elle a été tournée en Espagne, c'est vrai machin, tout ça. Et d'ailleurs c'est toute l'équipe qui est dans le clip. J'ai dit oui, on fait une petite semaine entre gars de l'équipe, venez en Espagne, ça va être sympa. Ah tiens, oui, au fait il y a un clip de rap à tourner, voilà. Ils ont apprécié, non, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on essaie de passer de plus en plus par l'IA pour booster par moment notre créativité. Avec des moyens les plus bas possibles, c'est-à-dire que l'IA ça coûte rien concrètement, et on s'est dit ok, tiens William, est-ce que tu peux rapper?
J'ai essayé. Bon, bah, je pouvais pas rapper. Donc, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je l'ai même pas vu, c'est ouf. Ouais. Oui, non, j'ai même pas tilté en fait. Oui, parce que c'est très crédible, c'est un peu aligné sur mon ton de voix aussi, par rapport à des styles très genre le Clash que les gens vont reconnaître. Et on était parti de base sur une version un peu disco ou une version genre rap du Sud un petit peu à la Jul, ou du coup vraiment un clash, genre un peu comme Caris et Booba par exemple avaient pu faire à l'époque. Tu vois. Et donc c'est pas compliqué, l'IA, d'ailleurs j'ai plus tout le nom en tête, je leur demanderai, je pourrais te l'envoyer à l'occasion. Mais en fait tu lui dis écoute, voici mes inspirations, voici mon texte, parce que le texte on l'a écrit, je veux que ça dure tant de temps, je veux qu'il y ait des petits bacs, des off, je veux que ce soit plutôt chantant, je veux que ce soit un truc qui revienne dans la tête des gens vraiment. Je veux qu'il y ait 2 chanteurs, là c'est le cas en l'occurrence sur cette vidéo là, et l'IA te pond plusieurs versions, t'ajustes, et voilà. Excellent. Je l'avais pas vu venir, bien joué. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un bourbier avec des vannes qui ont mal été comprises, un truc où vraiment mince, là comment on va se sortir de là? Ouais, c'était pas aussi grave, mais oui. Moi je review tous les emails qui partent de Boku. C'est pas moi qui les crée, c'est pas moi qui les écris, mais je review tout le copywriting, le design et tout ça. Parce que c'est un truc que j'adore faire avec le copywriting, je suis un pro là-dedans. Et des fois, je m'amuse à dire, bah écoutez, l'entête de l'email, on va la changer, on va tester avec autre chose. Et on a des centaines de milliers d'emails dans nos bases de données, de personnes qui ont accepté de nous donner leurs emails, mais on a une partie qui est dormante. Je me suis dit, putain, comment est-ce qu'on peut réactiver à cette base de données un petit peu dormante ? On va les choquer un peu. Et je leur ai envoyé un intitulé d'email. L'intitulé, c'était « Vous êtes des merdes ». Genre, tu as une notification, Boku, vous êtes des merdes. Et on s'est pris un de ces scuds, on s'est pris un retour de bâton. Il y en a qui ont laissé des avis négatifs sur Google, machin. Ils nous ont répondu oui, sur les réseaux sociaux, sur les pubs. Ouais, vous faites des pubs sympas, mais derrière, vous nous traitez comme des merdes par email et tout. C'est vraiment abusé. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris premier degré. Ouais. Mais quand tu ouvrais l'email, il y avait écrit « Vous êtes des merdes et nous aussi ». Et après, on justifiait et tout ça, ça partait bien. Mais le « vous êtes des merdes », là, il est mal passé. Et genre, 45 minutes, 1 heure après, on a renvoyé une campagne pour vraiment s'excuser aux personnes. LOL. Ouais, c'est ça, désolé. Donc, c'est pas du cringe, mais là c'était la touche de trop. Ouais. Mais je voulais la tester. Je me suis dit, bon, au pire, ça marche pas, mais du coup, on sait jusqu'où on peut aller. Et l'insulte. Donc là, tu as toute une partie de ta base d'emails où tu as fait, bon, eux, c'est chaud là. Va falloir vraiment prendre des pincettes la prochaine fois qu'on fait des trucs avec eux. Eux, on les spamme un petit peu moins. Et je crois pas qu'on soit pris trop de. On a eu très très peu de mauvaises expériences. On a eu une vidéo avec une influenceuse. Là, pareil, on a voulu pousser le bouchon un petit peu loin et c'était volontaire. En gros, on a fait un cross-post avec elle. On a fait comment ça appelle ça ? Du dark posting via son compte, via notre compte plutôt. Et en gros, c'est une vidéo où elle arrive, elle présente une assiette, elle fait un peu genre elle va aux toilettes, elle revient et il y a genre une vraie merde sur l'assiette. Genre tu la regardes, tu dis c'est une vraie merde. Comme mon rap, tu te dis bah c'est un vrai rap. Non, c'est de l'IA. La merde, c'était pas de la merde, c'était du chocolat ou je sais pas quoi, mais visuellement, c'était extrêmement bien fait. Et la fille, elle commence à toucher le truc, je sais plus ce qu'elle fait. Et dans les commentaires... C'était trop bien fait peut-être. Trop bien fait, c'est ça. Et les gens étaient hallucinés. Ils disaient mais c'est de la scatophilie, c'est n'importe quoi, vous dépassez vraiment les limites des bornes. Et c'est génial dans un sens parce que ça a rendu vraiment la vidéo hyper virale. Mais bon, là on se dit... Tu te fais jamais strike par les plateformes ? On s'est jamais fait strike. Ah ouais. On s'est jamais fait strike, on a eu un petit rappel de méta parce que je montrais un peu trop à un moment donné, mon cul, parce que je suis souvent où je shot le froc baissé dans les vidéos, tu vois. Ils aiment pas trop méta quand il y a trop de peau visible, mais on s'est jamais fait strike, non. Parce qu'on pourrait imaginer, je sais qu'outre-Atlantique, notamment, ça devient vraiment un problème. Quand je suis une marque à tonalité clivante, les signalements, plus que même respecter ou pas les policies de méta, les stratégies de groupe, tirs groupés en signalement qui font tomber des vidéos, vous, ça vous est jamais arrivé ? Non, jamais arrivé. Bon, tant mieux. Il y a des marques, c'est hyper drôle, on a fait une vidéo où je suis dans la montagne et je suis assis sur des toilettes et les toilettes sont sur le toit d'un 4x4. Et on fait toute la vidéo comme ça et j'explique aux gens que même en conduisant à fond dans la montagne, je peux installer le bidet Boku en moins de 5 minutes, tu vois. Et la marque de la voiture, on n'avait pas caché le logo parce qu'on n'y a pas pensé. Et la marque nous a envoyé un message sur Instagram, en plus c'est une grosse marque de voiture, tu vois. Elle nous dit vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. Je leur dis on montre que votre voiture elle est solide quand même, il y a un WC sur le plat, sur le toit, tout ça. Et ils ont pas aimé. Donc c'est des petits écarts comme ça, mais tu vois, il s'est jamais rien passé. T'acceptes de prendre ce risque-là. Ok. Ouais. Sur YouTube, vous avez une vidéo, d'ailleurs assez marrante, et qui m'a surprise. Là, je me suis dit, waouh, ok, c'est étonnant. Alors, allez jeter un coup d'œil au compte YouTube de Boku. Le contenu part dans tous les sens. On reviendra sur la naissance de ces idées de malade parce qu'il y a vraiment des idées vraiment barjots. Et il y en a une au milieu qui est une pub avec Bigard.
Voilà. Et le mec est drôle, le format est drôle, mais Bigard en matière de réputation, c'est un peu chaud en ce moment. Hein. C'est un gars qui a viré, on le sait tous, complotiste, qui a eu des propos un peu bizarres, etc. Est-ce que là, tu as eu un coup de flip quand tu lances cette campagne et que tu te dis, ou est-ce que c'est pareil, une stratégie? Tu te dis, là, qui est-ce qui est mon outsider et qui va vraiment faire causer? Jean-Marie, viens voir, on a un rôle pour toi. Déjà, est-ce que tu penses, toi, que moi, j'étais conscient de tout ça avant de faire la vidéo? Est-ce que tu penses que j'étais 100% conscient? J'ai regardé un peu la date. Elle date de quand, cette vidéo? Elle doit dater d'il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Pas très très longtemps. Hein. Ouais, en regardant la date, c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant d'utiliser Jean-Marie Bigard maintenant. Mais alors, la réponse. Quand on s'est mangé un petit peu notre plafond de verre en début d'année, on a compris qu'il fallait qu'on aille chercher de nouvelles audiences, toucher de nouvelles personnes qui n'étaient pas naturellement touchées par notre publicité sur Meta. Et on s'est dit, ok, le meilleur moyen de parler à, par exemple, des personnes qui ont 50 ans, c'est de leur parler via leurs idoles, via des choses qu'elles connaissent vraiment à 100%. Qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas, c'est encore un autre sujet. Et on s'est dit, ok, quelle personnalité incarne telle génération? Si on veut toucher les 45-50 ans qui aiment bien l'humour un peu caca, tout ça, comme on fait chez Boku, on a tout de suite pensé à Bigard. Ça se tient. Ça se tient. Ouais. Et ça n'a pas manqué. Nous, quand on a propulsé la publicité avec Bigard, on voit que les cohortes d'acheteurs sont plus âgés. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi notre coup que les cohortes d'acheteurs qu'on a classiquement avec nos publicités sur Boku. Et oui, il peut être complotiste, il peut être machin et tout. La vérité, c'est qu'on l'a pas pris pour ça. On l'a pris parce qu'il est connu, on l'a pris parce qu'il est drôle, on l'a pris parce qu'il était très très pro. Il était très très pro pendant le tournage. On peut penser, oui, il fait n'importe quoi, tout ça. Alors, il a beaucoup d'humour, il peut faire des pas de côté, mais il vient, il est à l'heure, il connaît son texte, il balance et il enchaîne, quoi. Donc, et ça, c'était une vraie... Et là, c'est pareil, pas de backlash. T'as commu tes historiques, ils tombent là-dessus. Ouais, c'est cool, ça va. On a eu quelques commentaires. Au début, quand Facebook cherchait à qui montrer cette pub, on avait vraiment 50-50. 50 étaient fans absolus et 50% détestaient ça. Puis Meta a trouvé vraiment la cible à toucher et depuis, c'est que du positif, que du positif. Incarnation. L'incarnation par le dirigeant. Parce que pour Boku, t'as sacrément mouillé ta chemise depuis la fin du confinement. Ouais, on te voit sur un paquet de vidéos dans lequel, évidemment, t'hésites pas à te mettre dans des situations assez rocambolesques. Voilà, donc tu l'as dit, évidemment, sur les chiottes. La plupart du temps, on te trouve assis sur des toilettes. À quoi ça sert pour la marque Boku d'avoir une incarnation aussi forte de son dirigeant? Ça sert à beaucoup de choses. Pour revenir un petit peu en arrière, moi, avant Boku, j'avais pas Instagram, j'aimais pas prendre de photos, j'aime pas qu'on me prenne en vidéo tout ça, je tirais toujours la tronche, je détestais ça. Et puis j'ai fait des études de marketing et j'ai compris que le personal branding avait beaucoup de points positifs. En fait, les humains achètent quand ils ressentent un sentiment très très fort. C'est comme ça qu'on se souvient d'une boîte. C'est quand on devient un petit peu une love brand. Et c'est beaucoup plus facile de tomber amoureux d'une brand quand il y a un humain qui la représente versus juste un logo. En fait, on se souvient des gens. Et aujourd'hui, quand on parle de Boku, on parle « Ah mais si, mais tu connais le mec de Boku ». Tout le monde parle du mec de Boku. On parle pas de « Oui, mais tu connais la boîte qui fait ça ». On parle du mec de Boku. Et ça, c'est très fort. Parce que les gens se souviennent de ma tronche. Pour peu qu'ils aiment les premières pubs qu'ils voient, si une prochaine pub plus tard sur Insta ou sur Facebook, ils commencent à apercevoir ma tronche, ils font « Ah, je sais que ça va être sympa. Je suis là, tu vois. » C'est le mec de Boku. C'est le mec de Boku. Est-ce qu'on l'a déjà fait dans la rue? Tiens, t'es le mec de Boku. Ah, mais même là, à Lyon, on va 3-4 fois à la gare et tout ça, bien sûr. Bon, là, j'ai un pull Boku, donc forcément, je le cherche un petit peu. Mais que ce soit dans des bars, restaurants, oui, ça arrive très souvent. Et c'est un plaisir. Et donc, les gens achètent Boku pour le produit et les services qu'on propose, mais ils l'achètent aussi pour moi, pour ce que je représente aussi, pour le parcours entrepreneurial, pour ce petit jeune qui casse tous les codes et qui en a rien à faire, tu vois. Ils inspirent à être comme la marque. Et ça, c'est le storytelling qui va avec Boku. C'est les marques de luxe. En termes de bénéfices, à part de la bonne qualité, ils n'ont pas grand-chose à vendre, mais ils vendent un imaginaire. Ils vendent une aventure, ils vendent une histoire, ils vendent une projection. Et les gens, quand ils achètent nos produits, ils se disent « Purée, c'est une marque détente, vibrante, jeune, humoristique, pas prise de tête. » Et puis je donne un coup de pouce à William en plus en l'achetant. C'est ça. Ouais. Et en plus, le mec, il est marrant, c'est un petit jeune. Ah putain, mais j'adore ce qu'il fait et tout. Et ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une des forces des DNVB. Si je les compare avec les marques historiques, et d'ailleurs, à peu près toutes les DNVB, vous avez joué cette carte-là. Respire, Justine Hutto, Guillaume Gibaud chez Le Slip, toi, Horace, Asphalt. À un moment donné, on voit le dirigeant qui incarne, qui est en première ligne, qui se montre, etc. Est-ce que tu penses que ça, c'est ce qui manque de ta fenêtre à certaines marques historiques, c'est l'incarnation? Je pense que le personal branding n'est pas fait pour toutes les marques.
Des fois, on peut juste pas incarner un groupe qui fait des milliards comme Elon Musk, parce que dès qu'on fait un pas de côté et qu'on est trop visible en termes de personal branding, ça coûte beaucoup à la boîte. En termes de revente aussi d'une entreprise, quand le dirigeant incarne toute la vision et toutes les vidéos. Il y a un énorme intuitu personnel sur la gueule du patron. C'est un peu compliqué à revendre aussi. Donc pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Mais pour en tout cas les DNVB, les jeunes marques qui se lancent, pour moi, ne pas tenter, ne serait-ce que tenter de faire du personal branding, c'est une erreur. Mais maintenant, tout ça, ça reste du théorique. Sur le papier, on se dit oui, ça a l'air bien, mais en termes de résultats, ça donne quoi? La vérité, c'est que si demain, parce qu'on a déjà fait l'exemple, on produit chez Boku une vidéo qui coûte 20 000 €, une grosse production, mais que je suis pas dedans, vs une vidéo de moi au téléphone qui me filme un peu en train de faire des conneries, qu'on propulse les deux en pub, dès qu'il y a ma tête dans une pub, le ROI est bien plus fort. Donc en fait, ça fonctionne. On a réussi notre coup. Bon, du coup, je pars tout le temps en tournage. Mais ça fonctionne. Il y a une vraie différence de retour sur investissement, il y a un vrai ROI intéressant. Ouais, forcément, toi, de ton côté, tu laisses pas ton personal branding de côté. Évidemment, tu accompagnes la marque, tu incarnes la marque, mais il y a aussi ta marque personnelle qui est bien travaillée. Tu es ultra actif sur LinkedIn, tu es chez nous, tu fais des RP, etc. Tu mouilles là aussi la chemise. Tu t'es pas dit à un moment qu'il allait avoir un risque que tu sois le mec de Boku, qui soit plus qu'un entrepreneur, qui est la figure un peu du bariole, etc. Comment tu vis avec ça? Je le vis très très bien. D'ailleurs, sur mon compte Instagram perso, j'ai plus d'abonnés que sur le compte de Boku. Et je partage plus de la moitié du temps. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est mon quotidien, c'est moi qui sors, c'est moi qui pars à l'aventure, c'est moi qui partage ce qui se passe dans ma vie. Et il y a du Boku, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre sur un compte, on va dire, professionnel. Parce qu'à la base, c'était mon compte perso qui est juste parti en sucette, quoi. J'ai pas peur du ridicule pour la simple raison que le ridicule ne tue pas, il fait vendre. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Retenez. Ouais, c'est un truc que j'ai appris dès le début. Et en fait, on dit que le ridicule ne tue pas, mais c'est quand on a peur du ridicule, on en devient ridicule. Mais quand on y va à fond, c'est comme le second degré et le cringe. En fait, les gens s'en foutent. Et en top of funnel, on se souviendra parce que je suis drôle. Puis on creuse, on fait ah ouais, quand même, c'est sérieux. Ah oui, il a fait tout ça. Ah ok, il vient de tel background. Ah ok, le mec, c'est un designer qui a fait du marketing, qui a fait du web design. Ah mais en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Et donc en fait c'est hyper cohérent. Enfin le funnel est cohérent. Je les attrape avec des images et des vidéos de moi sur les toilettes et je les tiens parce qu'ils voient que je sais exactement ce que je fais et que je ne fais pas au hasard. Parlons de la production de contenu. Alors là tu nous racontes que pour autant que Clip de Rap vous êtes allé en Espagne avec qui? Avec les gens de la boîte, hein, avec les gens de la boîte, c'est ça. Ouais. Et que vous avez produit cette vidéo. Pour notre Boku, la production de contenu, elle est sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous produisez vraiment beaucoup de contenu, notamment du contenu vidéo, évidemment. Comment est-ce qu'elle s'organise, cette production de contenu chez vous? Est-ce que vous faites tout en interne? Ouais. Visiblement, vous avez l'air d'être plutôt dégourdi et vous faites les choses vous-même. Est-ce que vous travaillez avec une agence? Comment vous faites? Alors, sur l'espace de un peu moins de 3 ans, on va dire 2 ans et demi véritablement, on a produit 1700 assets publicitaires. Ça fait une moyenne de 100 assets par mois. Donc c'est des bons volumes, sachant qu'au début, on n'était pas à 100 assets, et aujourd'hui, on est à plus de 100 assets par mois, tu vois. Donc c'est déjà des grosses quantités. Ça cumule les statiques, donc les images, et les vidéos. Nous, notre expertise, elle est en interne. La créativité, c'est vraiment notre point de fort. C'est pas que dû à moi, c'est dû aussi à mes équipes qui sont très créatives, et on challenge les gens pour qu'ils le soient davantage. Il y a plein de types de vidéos différentes chez Boku. On va dire que le plus petit type de vidéo, c'est moi, William, fondateur, qui se filme et qui annonce une promotion, qui annonce un truc sympa, tu vois. Ça, c'est moi à la maison, au bureau. Quand on monte un petit peu au-dessus, on a ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça, nous, on fait les scripts, on fait les briefs, on envoie les produits à des créateurs, et les créateurs nous envoient la vidéo et on propulse. On est passé au début par des agences, mais en fait, ce qui est bien, c'est que comme Boku est très connu, on a beaucoup de créateurs indépendants qui viennent nous voir et qui veulent bosser pour nous. Donc en fait, on a notre petite armée de créateurs et en un claquement de doigts, on a plein de contenus qui nous est sorti comme ça. Au-dessus de ça, il y a les petits shootings qui sont, on va dire, entre l'UGC et les gros shootings, où là, c'est des acteurs qui sont souvent indépendants, qui vont soit tourner eux une petite pub Boku chez eux, ou nous alors, du coup on va écrire la publicité, on va faire le brief, le script et tout ça, on prend un acteur, on prend un opérateur, on les met ensemble et ils font une vidéo. On récupère le tout. Mais on n'a pas, la question de base c'était on n'a pas d'agence créative. Et il y a les vidéos, les grosses prods au-dessus, où c'est le même principe. On écrit le brief, on écrit le script, et c'est là où on met beaucoup de créativité là-dedans. On prend une équipe, donc un réalisateur, caméraman, opérateur, tout ce que tu veux. On prend des acteurs quand on en a besoin. On prend moi, et en fonction de ce qu'on veut faire, on va dans tel ou tel pays. Donc c'est globalement du fait maison, quoi. Ah oui, c'est du fait main. C'est du fait main. Et c'est, si tu veux, il y a un rôle qui est sous-estimé et qui est encore pas hyper connu. Il n'y a pas beaucoup d'awareness sur ce poste-là. C'est le poste qu'on appelle le creative stratégiste. C'est
aujourd'hui pour moi la plus grosse valeur que peut avoir une société comme une DNVB en France, tu vois. C'est ta capacité à faire le pont entre le media buying, donc le paid, l'organique, la création de contenu et l'aspect finance et l'aspect market, tu vois. Si tu veux, le créatif stratégiste, c'est un mec qui connaît sur le bout des doigts la société. Mais c'est un mec qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui se passe dans l'écosystème organique et paid, que ce soit aux US, en France, etc. Il analyse au jour le jour toutes les tendances qui peuvent exister. Il connaît tes messaging marketing, il connaît tes angles, il mélange le tout pour en faire ressortir le meilleur. Et ça, c'est le créatif stratégiste. Et c'est à lui d'être ultra créatif, il va donner des angles, des tendances. Derrière nous, on peut retravailler les briefs et là, on envoie des vidéos. Quand tu me parles de... Si on se focus sur les gros projets vidéo, il y en a un certain nombre sur YouTube. Je pense au dîner de cul. Donc, c'est des gens c'est un dîner de gens qui sont assis sur des chiottes, qui sont autour d'une table et qui discutent. Et à un moment donné, voilà, ils s'étalent tout simplement de la mousse au chocolat, je crois, sur le visage. Oui, ça a d'autres choses. Un truc dans cet esprit. Donc tu m'as dit, c'est nous qui faisons le script, hein, c'est nous qui faisons ce travail d'écriture. Après, on rameute une équipe et puis on leur dit, les gars, c'est ça. Hein. D'où ça sort cette capacité à écrire des trucs comme ça? C'est pas si évident. Tu me dis ça genre normal. C'est pas. Oui, quand quelque chose est naturel, pour nous, c'est évident. Moi, je suis très créatif de base et mes associés aussi, les employés qu'on a aussi également. Ce qu'on fait toujours quand même, parce que tu peux pas demander à un réel de venir et de faire à 100% ce que tu vois, ça fonctionne pas. En termes d'ego, en termes de créativité, c'est dire non, je veux pas entendre ce que tu as à dire, et c'est dire fais exactement ce que je veux. Donc nous, quand on écrit un script, on a tendance, quand c'est intéressant de le faire, à le faire co-scripter par le réalisateur parce qu'il a aussi sa vision. C'est comme si un mec qui filmait donnait tous ses rushs à un autre monteur qu'il connaissait pas. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas de bonne communication. Donc nous, on donne la majorité de l'impulsion pour certaines vidéos et on dit au mec, écoute, voilà ce qu'on veut faire. Et fais ton petit mélange. Tu nous renvoies ça, on voit ce qu'on fait, on ajuste et tout ça. Et je pense que c'est plus respectueux et je pense que c'est intéressant parce qu'on va encore plus loin que ce qu'on avait pu faire avant. Et la capacité, nous, à écrire des scripts, si tu veux, moi, je suis un marketeur créatif. Donc, je sais quoi dire pour te faire rêver et pour te faire acheter en même temps. Et après, c'est juste de l'essai. C'est de l'expérience. Quand il faut produire des dizaines et des dizaines de contenus par semaine ou plutôt par mois, en fait, tu t'y fais. Et ça, je pense que c'est juste question de talent un petit peu inné et c'est un travail d'équipe aussi. J'ai passé pas mal de temps un peu à scruter vos divers contenus. J'ai vu effectivement ces grosses prods. Et puis, si on se regarde plutôt les prods plus modestes, un petit PUGC avec ses mini-scripts, avec deux personnages qui échangent, etc. J'ai l'impression que dans chacune de ces vidéos qu'on trouve soit sur Insta, soit en short, il y a une sorte de recette d'écriture. Il y a quelque chose qui se passe dans les 5 premières secondes. Il y a une catch, il y a un truc qui doit me choquer un peu, venir me titiller. Ça, c'est un truc, est-ce que vous en avez fait un framework? Est-ce que vous l'avez écrit, vous êtes dit c'est comme ça qu'on écrit une bonne vidéo social media? 5 secondes, les gars. Oui et non. Oui, parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, et non, parce que comme on le sait, on l'écrit pas. Oui, il y a une vraie volonté en début de vidéo, voilà, c'est le hook, c'est la culture du scroll, du thumb stopper, tu vois, du scroll stopper, ce genre de choses. On sait qu'il faut alpaguer la personne dans les 3 à 5 premières secondes de la vidéo, sinon on le perd. On sait aussi qu'il faut redonner l'élan à la vidéo dès lors que ça fait 30 secondes qu'elle tourne. Si on veut que le mec ou la meuf reste là, il faut remettre une dose, remettre une couche. Donc on n'a pas de template. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement quand même, en interne. Et si on devait essayer ensemble là, de dessiner comme ça une sorte de template d'une vidéo social media balancée en reel par exemple sur Insta, ou en short, 1 minute, comment tu la construirais? Je la construirais, il y a un bon moyen mémotechnique qui s'appelle AIDA, A-I-D-A. Donc AIDA, ça peut t'aider à construire une vidéo, un site web et plein d'autres choses. AIDA, c'est attention, intérêt, démonstration, action. Attention, c'est je fais caca. Et toi aussi, tout comme 100% des Français. Ensuite, intérêt, c'est savais-tu que le PQ, c'est pas du tout hygiénique et que tu peux attraper un cancer du cul. Démonstration, voici la solution que je propose. Tu peux résoudre ton problème en 10 minutes sans travaux et pour moins de 100 €. Action, commande maintenant si tu veux avoir le cul propre. Leçon de copywriting, les amis, regardez, c'est du tout cuit, c'est cadeau. Merci William, ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez quand même, comme tu dis, vous le faites assez spontanément maintenant, mais il y a quand même des frameworks qui permettent de construire un message, d'arriver, d'être très efficace. Oui, bien sûr. Et il y a une sauce un peu magique, secrète, si puis-je dire, qui est vraiment à la portée de tous. C'est déjà, il faut tester un maximum d'angles. Voilà, quand on parle de caca, quand on parle de machin, quand on met du Nutella, quand on est dans la campagne, quand on est dans un immeuble, il faut trouver l'angle qui va déclencher le plus d'achats. Une fois parmi ces 10 angles, on a trouvé le bon, ensuite on le décline en 10 formats.
En fait, si l'angle est bon, ensuite, il faut juste rafraîchir le format pour toucher différentes personnes qui vont être réceptives à différents types de vidéos. Et du coup, on réutilise les mêmes angles par email sur notre site avec des shorts, avec de l'animation, avec du dessin. Donc, tu veux dire que d'abord, je sculpte mon message et ce message-là, une fois que je l'ai, je peux le décliner sur plein de formats différents, on s'en fout. Exactement. Je le tabasse. Ah oui, il faut. Que ce soit avec du micro-trottoir, avec du fake podcast, avec de la grosse prod. Exactement. T'as fait ça, du fake podcast ? Non, parce que j'ai fait assez de vrais podcasts pour avoir assez de contenu. Juste le fake podcast, c'est un truc qu'on voit assez de plus en plus fréquemment, notamment en ads. En fait, je prends un micro, je me filme dans un truc qui ressemble un peu à un studio et je fais comme si on me posait des questions très intéressantes et j'y réponds en tant que c'est très bien pour travailler mon personal branding de dirigeant de DNVB, par exemple. Par exemple, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de boîtes qui le font et il y a beaucoup de boîtes à Paris il y a une belle boîte à Paris qui a ouvert des espaces de studio qui s'appelle Podspace notamment. Et il y a à mon avis d'autres boîtes dans d'autres villes qui le font aussi. Et en fait, ça permet à tous d'accéder vraiment à une création de super contenu à des prix plus accessibles, quoi. Parce que là, tu as un super studio, mais il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir les opérateurs pour, et c'est pas forcément simple. Parlons un peu de marketing d'influence, parce que je crois savoir que vous faites un gros travail d'influence marketing. Tu nous l'as dit tout à l'heure, vous avez comme ça des ambassadeurs, on va dire, des gens qui eux-mêmes sont créateurs de contenu. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment vous organisez ce pool d'ambassadeurs ? J'ai compris qu'ils venaient naturellement à vous. Après, comment vous l'animez, ce pôle-là ? Quand on prend du recul, déjà, il faut se dire que si tu veux pouvoir scaler ton acquisition sur Meta, il faut que tu aies un mix marketing global qui soit très divers et variés. Pour définir un petit peu ce qu'est un mix marketing, c'est le mélange de tes différents canaux d'acquisition. Tu ne peux pas dépenser 200 000 € sur Meta si tu ne dépenses pas un peu sur TikTok, un peu sur Pinterest, un peu sur Google, un peu sur YouTube, un peu avec de l'affiliation, un peu avec des influenceurs. Ça ne marche pas. Il faut élever tous les niveaux de dépenses et multiplier les canaux pour pouvoir scaler ton entreprise. Une fois qu'on a dit ça, nous, donc, on l'a très très vite compris. Et on s'est dit, ok, Meta, ça va vite, c'est sympa, mais si on veut vraiment aller toucher d'autres poches d'audience, surtout au début de la boîte, et que des personnes nous fassent confiance très rapidement, il faut passer par le marketing d'influence. Ça a été intéressant pendant un temps. On a fait du marketing d'influence pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Pourquoi ? Puisque le but du marketing d'influence, pour nous, ça n'a jamais d'être rentable sur le canal en question. Ça a été de raise l'awareness, donc de montrer en payant le moins cher possible au plus de personnes possible, tout en leur donnant confiance en nous, qu'on faisait du bon boulot et quels étaient les problèmes auxquels ils ne pensaient pas et quelles étaient nos solutions. Donc on a essayé, on a bossé avec pas mal d'influenceurs, avec des gros aussi, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et ça a plutôt bien marché en termes d'awareness. On a eu de très bons retours. Le ROAS, il est genre littéralement de 1, oui, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, donc on n'a pas été rentable. Return on ad spend. Exactement. Donc, est-ce qu'on a gagné de l'argent ou pas ? Et donc, souvent, on était un tout petit peu en dessous du ROAS break-even. Donc, ça veut dire on n'a quasiment pas été rentable. Donc, tu ne travailles pas pour la renta, tu travailles pour la marque, là. On est d'accord ? Une auto de marque. Mais ça, ce qui se passe, c'est tu penses que tu n'es pas rentable quand tu analyses juste le canal d'influence. Tu dis, OK, j'ai mis 100 000 balles cette année sur des influenceurs. Combien ça m'a rapporté avec le code d'affiliation, tout ça, machin ? Ah, pas grand-chose. Mince. Mais si tu as une vision un peu plus globale et que tu prends plus de recul, tu dis, OK, j'ai dépensé 100 000 €, mais combien j'ai fait de chiffres en plus, du coup ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la marge incrémentale. Et pour la mesurer, il y a plein de manières de le faire, mais une bonne manière de le faire, c'est avec ce qu'on appelle un survey post-achat. On parle un petit peu e-commerce, mais je pense que c'est intéressant de lier un petit peu les deux. En gros, ton mix marketing, mettons que tu es Google, YouTube, Meta et l'influence. Tu vas dire aux gens, après qu'ils aient passé un achat sur ta page de confirmation de commande, comment nous avez-vous connus ? Et tu vas voir les pourcentages. Si tu dépenses 15%, si tu dépenses, mettons, 10% de ton budget sur l'influence et qu'il y a 15% des gens qui vont répondre « Ah bah je vous ai connu » ou 10% plutôt des gens qui vont répondre « Ah bah je vous ai connu, vous êtes des influenceurs », ça veut dire que tu es aligné sur ta marge incrémentale. Si tu dépenses 10% en influence mais qu'il n'y a que 5% des gens qui disent « Ah bah je vous ai connu via l'influence », ça veut dire qu'en fait ton canal il n'est pas rentable, il n'est pas bon. Et donc dès lors que nous, il y a eu un point de bascule où en fait ça dégageait plus de marge incrémentale, on a décidé de cut. Parce qu'on s'est rendu compte que le awareness était là, que le canal était plus rentable pour nous. Donc aujourd'hui on travaille exclusivement sur l'influence avec de l'affiliation, mais on se peine de plus sur des gros influenceurs pour qu'ils mettent nos produits en avant. Donc pas de post-collab ? Si, on fait des posts en collab, mais ça marche toujours sur un principe d'affiliation. D'accord, ok, pigé. Stratégie et SEBA, on en a pas mal parlé, un peu tout au fil de l'eau. Parce que vous avez bien compris, hein, là les copains, on est dans la cour des grands en matière de SEBA. Ça rigole pas du tout, ils ont l'air très marrants comme ça, très sympas et tout, mais ils savent ce qu'ils font. Attention, ils savent te vendre des trucs, les amis de chez Boku.
globalement, c'est ça aussi une DNVB. Hein. Quand on parle SMA, c'est quand même c'est un peu les spécialistes. Je vous invite, si vous voulez vous rendre compte, faites un petit saut du côté de Meta Ad Library. Cherchez Boku, un taux de publicité. Vous allez voir le volume de publicité qui tourne actuellement, puis qui ont tourné précédemment. Hein. Ça, c'est un truc qui existe chez Meta. Donc, il y a une transparence. On peut aller voir les formats. Et là, on voit, quand j'ai regardé, je crois depuis janvier 2024, plus de 1100 campagnes voilà, du côté de Meta Business Suite. C'est du lourd, on sent que ça balance des tonnes d'AB testing, etc. Ça, c'est une culture très forte chez vous, le paid. Ah oui, absolument. Comme je disais en début d'interview, sans le paid, on n'est plus grand monde. L'awareness n'est pas suffisante pour arrêter l'acquisition. Le media buying, c'est curieux comme métier parce que c'est pas difficile de bien le faire. Par contre, quand c'est mal fait, ça se ressent tout de suite. C'est-à-dire qu'un média buyer, techniquement, si je file la meilleure formation de média buyer à tous les média buyers de France, ils deviennent tous excellents et il n'y a plus trop de différence. Et c'est là où l'aspect grosse et l'aspect croissance et l'aspect créatif stratégiste va vraiment rentrer en compte. Nous, pour le coup, le media buying, c'est un truc qu'on a longtemps délégué à une super agence parce qu'on voulait faire Qui s'appelle comment? Vas-y, balance. Qui s'appelle EMF Media. Okay. EMF Media, c'est une agence qui est gérée par Fares, Fares, c'est un titan de l'e-commerce, comme j'aime l'appeler. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est une agence qui n'a pas beaucoup de clients et qui, c'est pas une agence de media buying, c'est une agence de grosse, donc de croissance. Donc ils vont faire du créatif stratégiste, du grosse et de l'acquisition, du media buying pour toi. Et on a toujours eu pour vocation de vraiment ABCDEFG tester, donc de faire énormément de tests sur Meta. Parce qu'on considère que c'est pas parce qu'une pub ne marche pas sur un tel segment qu'elle ne va pas marcher ailleurs. On la segmente, on la dissèque, on fait un mash-up, machin et tout. Et ça demande beaucoup de temps. Donc, et beaucoup d'assets et beaucoup de campagnes publicitaires. Donc oui, on a un truc très très chargé. Et aujourd'hui, vous avez réintégré cette compétence en interne ou Du coup, exactement. Depuis peu, on l'a internalisé. Ok. Donc, ça dit beaucoup de choses déjà. Ouais, tiens, juste rapidement, petit passage du côté de TikTok. Donc là, presque 4000 abonnés du côté de TikTok. C'est un compte que vous avez ouvert il y a combien de temps? Je pense qu'on l'a ouvert il y a 1 an et demi. On l'a ouvert assez tardivement. On s'est mis assez tard à TikTok et on l'a d'abord testé en ads. Donc on a fait du TikTok ads et on s'est dit, allez, erreur de débutant, on va balancer un peu tout ce qu'on fait sur Meta, sur TikTok. Sauf qu'on sait tous, et j'espère que vous le savez, on sait que les formats pour Meta et les formats pour TikTok ne sont pas censés être les mêmes. C'est pas la même attention, c'est pas les mêmes trends, c'est pas les mêmes mécaniques. Nous, on l'a fait par fainéantise et on l'a fait parce qu'on est axé ROI et que le ROI le plus important, il est sur Meta. Donc si c'est sur Meta, on fait à fond le Meta style, tu vois. Et aujourd'hui, on a un gros potentiel viral en organique sur TikTok, mais faute surtout de ressources humaines et d'éléments à privilégier, on n'axe pas beaucoup la croissance sur ce levier organique est TikTok, alors qu'on pourrait davantage. On a fait par contre des collabs d'influence sur TikTok, mais c'est pas un canal qu'on pousse énormément. Okay. On sait qu'on a une lacune. Ça, on sait que c'est une lacune. Donc là, il y a un choix aujourd'hui de ne pas investir au même niveau que sur les autres plateformes. Hein, c'est ça. Oui. C'est un choix de pragmatisme, d'arbitrage de budget, on va dire, ou de ressources. C'est exactement ça. Ok. Tu présumes qu'à l'avenir, tes personas, tu peux aller aussi les trouver là-bas? Il faut qu'ils vieillissent. Ouais. C'est aussi ça le souci, c'est qu'on était beaucoup moins rentable sur TikTok parce que la cible sur TikTok, elle va avoir entre 15 et 22 quoi. Et entre 15 et 22, t'es étudiant, t'as pas forcément de quoi t'acheter un Boku, même si ça coûte pas très cher. Notre cible, elle est 35, hein, on le rappelle. 35 ans, t'es beaucoup moins sur TikTok déjà. Donc par défaut, par définition, ce canal n'est pas le meilleur. C'est comme Snapchat, c'est pas le meilleur. Quoique Snapchat, c'est mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années pour nous, dans le sens où les utilisateurs ont vieilli et aujourd'hui, il y a des personnes plus âgées sur Snapchat. Mais TikTok, c'est encore très jeune. Donc tu joues l'efficacité là. Ouais, je comprends. En fait, on n'a pas levé de fonds. Il n'y a pas un fonds énorme derrière nous. Ce qui veut dire que si demain on meurt... Ils sont en fonds propres, les gars. Bien sûr, ils mettent leurs sous. Hein. C'est ça. Donc en fait, les risques, ça va un temps, quoi. Nous, on est axé rentabilité et il faut que ça tienne la route. Ok. J'aimerais... t'en as parlé tout à l'heure, t'en as parlé à plusieurs reprises, j'aimerais qu'on parle un peu d'écologie. Voilà, c'est un de vos arguments. Hein, les sanitaires représentent 20% de notre consommation quotidienne d'eau. Voilà, j'ai lu ça quelque part chez vous. Chaque Français utilise en moyenne entre 120 rouleaux de PQ par an. C'est ça. Voilà. Et pour fabriquer ce papier, évidemment, il faut cramer beaucoup de flotte. Il faut cramer beaucoup de flotte et il faut cramer beaucoup d'arbres. Le souci avec le papier toilette, comme je te disais, c'est au-delà d'être un produit qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, ces 50 dernières années, les process industriels de fabrication n'ont pas évolué eux non plus. Et le papier toilette se fabrique un petit peu comme la pâte à papier. Et en fait, il est composé de papier de genre 95% d'eau. C'est un enfer. C'est des grands, immenses bacs d'eau, du coup, qui est pollué avec plein de solvants et tout ça. Il y a j'ai oublié le terme exact, mais il y a de la poudre d'arbre concrètement. On mélange le tout,
on aplatit, on fait sécher, ça donne du papier et ou du PQ. Et ça, c'est un enfer. Il y a 15% de la déforestation mondiale qui est liée à la production de papier hygiénique. 15%, c'est énorme. C'est 27 000 arbres coupés par jour. C'est des centaines de terrains de football d'arbres coupés par jour. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un désastre écologique. Encore, ça servirait vraiment à quelque chose, ce serait intéressant, mais c'est un désastre hygiénique. Et je suis là, mais il y a un problème. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais évolué ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gros lobbies du PQ, parce que les gens aiment bien leurs habitudes et qu'ils n'ont pas forcément envie d'en changer, et surtout parce qu'il n'y a pas d'alternative accessible, hormis beaucoup aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi notre succès, c'est que les gens se rendent bien compte que c'est un bordel sans nom. Ça n'a aucun sens, le PQ n'a aucun sens. Moi, tous tes arguments, je les comprends. Et je suis sûr que tes consos et les gens les comprennent. Pour autant, est-ce que ça fait vendre réellement l'écologie ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est un déclencheur d'actes d'achat ? On pensait pendant longtemps que ça le serait, et ça l'est pas tant que ça. Putain, mais comment ça se fait ? Parce qu'on est tous d'accord pour dire, bah oui, il a raison, William, effectivement, c'est une connerie. Mais parce que, bien sûr, en fait... mais pourquoi ça déclenche pas l'acte ? Parce que là, tu parles, on parle de Boku, mais j'ai des exemples de marques, j'en ai en ribambelle, en carton, qui sont arrivés avec beaucoup de travail sur leurs engagements de marque, qui ont fait beaucoup de choses, etc., qui les ont mis sur leur pack, qui les ont mis à gauche, à droite. Ça n'a jamais été des déclencheurs de vente, à ma connaissance. Non, même encore chez Boku aujourd'hui, c'est plus un moyen d'éviter des problèmes que de récupérer de l'argent. C'est une boîte qui se veut pas avec une petite base écologique va avoir des soucis. Mais c'est pas ce qui va lui permettre de vendre. La vérité, c'est que l'écologie, c'est difficilement sexy. Il y a des marques qui doivent y arriver, c'est sûr et certain, mais c'est difficilement sexy. C'est pas un truc vendable. C'est pas un truc vendable, surtout quand t'as pas d'impact direct sur ton quotidien. Bon, quand il s'agit de consommer bio, par exemple, ou végétarien, et que c'est plus écologique, là, c'est vraiment sur ton estomac, sur ta santé directe, donc tu le comprends. Mais c'est comme si je te disais, écoute, arrête de prendre ta voiture, prends ton vélo, ça va être mieux pour les arbres et la planète. Tu dis oui, mais tu sens pas la différence au day-to-day, tu vois. Et c'est pareil pour le PQ. C'est même quand on dit que avec Boku, tu réduis en moyenne 80% de ta consommation de PQ, donc tu réduis théoriquement 80% de déforestation et d'usage d'eau polluée à ton échelle de consommation de papier toilette. Sur le papier, c'est vrai. Mais en fait, c'est dans la chaîne entière de production et c'est ce qu'on appelle une économie virtuelle. C'est sur le principe, si tout le monde fait ça, la consommation devrait diminuer de temps sur l'aspect écologique. Et c'est comme ne pas manger de viande ou ce genre de choses. En fait, les gens savent que leurs actions sont décorrélées de la réalité et qu'il n'y a pas un impact direct. Donc, c'est pas motivateur. Et voilà. Ok, donc ça c'est en ligne de fond, c'est une conviction que vous portez, dont vous parlez de temps en temps, mais c'est pas un déclencheur. Non, à la base, moi quand même, quand je me suis dit ok, je vais monter un projet, je veux faire un truc énorme, mais je veux pas le faire n'importe comment. Je suis designer, donc je suis sensible en fait à l'écologie, à une production responsable. Et je me suis dit ok, je veux pas créer des produits, créer une boîte en fait qui va plus polluer qu'elle ne va faire de bien. Et donc ça faisait partie de mes critères, c'est faire le bien socialement, humainement, écologiquement, et voilà. Est-ce que tu penses que ça c'est un peu un faux ami, un piège dans lequel peuvent tomber un certain nombre d'entrepreneurs, de se dire en fait je veux faire le bien avec ma boîte et j'ai une belle idée et écologiquement elle va aller dans la bonne direction et du coup de miser le gros de leur message, de leur communication sur ce sujet-là et du coup un peu fail parce que finalement c'est pas un déclencheur d'acte d'achat. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand on fait une étude de marché, on fait pas une étude de marché, ok, l'étude de marché elle est faite, il y a tant d'acheteurs potentiels, et tiens, je vais mettre de l'écologie dedans. Parce que la vérité, c'est que la part de végétariens, par exemple, en France, ou de personnes écologiquement très engagées en France, elle est minime. Et sur cette part-là, combien sont prêts à acheter ton service ou ton produit ? Et en fait, on se rend pas compte qu'on rentre dans un funnel, dans un entonnoir, et à la fin, c'est hyper petit. Il y a très peu de personnes qui, parce que la boîte est écologique, vont acheter de zinzin. Tu vois, c'est très très rare. La vérité, c'est que le verre, ils sont en plastique ou en polymère ou je sais pas quoi, on boit dedans. Ouais. Tu vois. Donc, à moins de vraiment être un lover de l'écologie. Ok. William, c'est quoi les prochains gros sujets pour Boku ? Là, tu nous as parlé de plein de trucs. Tu nous as parlé d'une gamme qui s'élargissait avec maintenant des produits consommables. Alors là, tu vas en parler d'écologie. C'est un petit peu à côté. Ça serait intéressant que tu nous expliques ça. Et puis aussi d'une gamme qui s'élargissait, qui se premiumisait. Absolument. Plein de questions dans ta question. Les lingettes, je me suis dit, ok, il faut créer du consommable. Il faut créer du consommable parce que les gens, sinon, ils rachètent pas. Et si Boku était aussi riche qu'il était connu, en fait, on serait multimilliardaire, tu vois. Dieu merci, ça se passe bien pour nous, mais ça pourrait mieux se passer encore que ça. Et les lingettes, je me suis dit, ok, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça bouche les chiottes, ça finit dans la mer, c'est du microplastique, patati patata patacouette. Donc j'aime pas du tout. Et j'ai lu une étude justement il y a genre 6-8 mois sur les lingettes hygiéniques. Et en fait, il y a un truc mais d'une débilité sans nom et c'est une aberration pour moi. Même les lingettes qui ne sont pas biodégradables, qui donc en fait juste se dissolvent
mais ne s'éliminent pas dans la nature, ne se décomposent pas de manière naturelle sans abîmer la nature, peuvent avoir un label 100% biodégradable. Et j'ai encore du mal à comprendre aujourd'hui comment c'est possible, mais c'est-à-dire que nous, si on fait tout le travail, et on l'a fait, de faire vraiment des serviettes que tu peux jeter, qui ne vont pas boucher tes chiottes et qui ne vont pas polluer la mer avec du microplastique, on a le même label que des lingettes qui ne le font pas. Et ça, c'est... J'imagine qu'il y a une histoire encore de lobby ou ce genre de choses. Je sais pas, je vais pas faire mon bigard avec mes espèces de suppositions. Mais nous, du coup, on a fait le parti pris, et c'est pour ça que nos produits sont plus chers, de créer un produit qui est vraiment écologique. Tu peux vraiment jeter et ça va vraiment pas péter ta plomberie. Un produit qui est bon, qui est naturel, qui est fait composé à partir de fibres et d'eau, fibres végétales et eau. C'est tout ce qu'il y a. Avec un petit peu de... qu'on appelle ça là, de fragrance dedans naturelle. En l'occurrence, c'est rose et coton. Mais c'est un produit simple et qui a vocation à, oui, être acheté, oui, être consommé, mais qui n'a pas vocation à polluer. Et la volonté de créer ce genre de produit s'aligne avec la volonté de créer des produits de plus en plus haut de gamme. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, on s'ouvre à ce qu'on appelle le B2B, donc la vente de produits Boku aux entreprises. Pendant longtemps, on n'a pas eu la bande passante pour traiter ce genre de demande. Et là, aujourd'hui, on peut enfin le faire parce qu'on a recruté. On a énormément d'hôtels, de restaurants, d'hôpitaux, d'EHPAD, de résidences seniors, d'entreprises comme la tienne qui veulent s'équiper en Boku, de retailers qui veulent revendre nos produits. Là, on rentre sur Nature et Découverte, par exemple. Et en fait, il faut dire que derrière les acheteurs en B2B, il y a des acheteurs potentiels en B2C. Et en fait, tous ces gens-là nous adorent. Donc, quand je parle à un grand mec en costard qui veut acheter genre 10 000 Boku, bah derrière, il est au shot chez lui, il regarde les pubs Boku et il se tape des barres. Donc, il y a un dialogue hyper facile entre nous. Et les gens, ils sont comme des fous, tu vois. Donc, ça biaise un petit peu leur décision d'achat et c'est pas plus mal. Mais la vérité, c'est que par exemple, pour les hôtels et les hôpitaux, quand on parle de réduction de papier toilette ou de prise d'autonomie de la part des patients qui sont en EHPAD, oui, ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. C'est des réductions aussi de temps de travail, des augmentations de bien-être pour les utilisateurs au travail, pour plein de sujets. Et donc là, on commence enfin à traiter ces demandes-là. Pareil, il y a beaucoup de plombiers qui veulent acheter des Boku pour les revendre ou faire de l'affiliation parce que beaucoup de clients veulent les produits. Ça, tu travailles comment là, tes canaux aujourd'hui d'acquise en ligne, ils sont super tendus B2C, ils sont pas du tout B2B. Ah bah, pour le moment, on n'y a même pas de canaux d'acquise B2B puisqu'on a déjà tellement d'inbound, de demandes entrantes naturelles organiques, il faut déjà traiter le truc. D'accord, super. Donc c'est une super nouvelle. Ouais, les entreprises n'ont pas cette chance-là. Mais aujourd'hui, on est focus sur ça. Quand on aura déjà traité le gras du gros qu'on a actuellement, là ensuite on se dirigera vers de l'acquisition pour le B2B via LinkedIn, via des articles presse, patati patata. Magnifique. Bon bah du coup on se parle très vite. Hein. Nous on a quelques toilettes ici si tu veux les équiper, ça nous va. Où est-ce qu'on va poursuivre tes aventures déjà entrepreneuriales, toi William c'est où le mieux ? Est-ce qu'il y a un canal où t'es le plus actif ? Le canal où je suis le plus actif, ça va être sur Instagram, qui est un compte semi-pro et perso, c'est William Montagu, M-O-N-T-A-G-U. Vous me trouverez très facilement, j'imagine. Et sur le compte de Boku, boku.hello aussi sur le compte Instagram. Et sinon, de toute façon, si vous ne faites ne serait-ce qu'un clic sur notre site web, vous allez être spammé de nos pubs. Ah, c'est fini. Vous allez voir ma tronche. Donc voilà, c'est un clic de la liberté. Et là, vous allez. Moi, je sais qu'on se parle aujourd'hui, mais que finalement, je vais te voir pendant 2 mois après derrière dans mon feed, minimum. C'est sûr. Donc, surtout qu'il y a de belles choses qui sont à venir en termes de publicité, en termes de stars. Je vais pas trop spoiler, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent qui vont être très sympas. William, un énorme merci. C'était vraiment très très cool de t'avoir. Merci pour les insights. Merci pour le retour d'expérience. Franchement, on a appris beaucoup de trucs aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si ça vous a plu, vous allez voir William sur son compte Insta. Vous lui dites c'est cool, je t'ai écouté ici. C'était vachement intéressant. N'hésitez pas, peut-être qu'il aura peut-être le temps de répondre à vos questions, j'en sais rien. Et puis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Allez, je vous demande une petite faveur, les amis. Vous partagez cet épisode avec une pote, un pote. Je suis sûr que ça peut l'intéresser. Vous nous mettez les 5 étoiles qui font plaisir, le petit com qui fait plaisir aussi. Et puis voilà, puis on vous souhaite une très très belle journée. On vous donne rendez-vous dès lundi prochain. Merci à tous. Merci William. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Bye bye. William, on est encore en direct, parce qu'on a encore, on a encore Twitch, où il y a un petit peu de monde qui est passé avec quelques questions. J'avoue, là, j'ai plus trop de voix. On va faire très vite. Il y a Desine qui dit est-ce qu'ils ont déjà envisagé de faire des partenariats avec des produits complémentaires ? On a fait quelques partenariats avec des marques. La vérité, c'est qu'on se focus surtout sur nos produits, mais on est hyper ouvert à des produits qui sont complémentaires. Là, par exemple, on va faire une petite opération commerciale avec une boîte qui s'appelle Capsme. Ils font du café. Et en fait, il y a le fameux triple C, café, clope. Ah putain, j'essayais de trouver le lien, mais d'accord, ok, j'ai compris. Et du coup, on enlève la clope, on garde que le café et le caca, et on fait une petite collab entre nous, genre de choses. On a bossé aussi avec des boîtes qui font des sextoys, en l'occurrence, parce qu'il y a un univers aussi rafraîchissant pour l'univers du cul qui, avec Boku, est plutôt pertinent. Okay. Donc oui, mais en général, on est ouvert.
On nous dit ici, par contre, les jeux de mots utilisés comme pénétration des marchés internationaux, ça nécessitera quand même des adaptations ou de la recoupe derrière. Non, on va garder, c'était très, très bien dit. Bon, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Vous le savez, on sera ensemble demain à 9h du mat. William, encore un grand merci. C'était très cool de t'avoir. J'ai kiffé. Allez, ciao tout le monde. Salut, bye bye.